Je remercie vivement Philippe Biwix de s'être rendu disponible pour nous rejoindre et nous faire part de sa vision de la question. Vision qui, pour moi, est sans doute la plus pertinente, je le dis d'emblée. On s'est déjà on a souvent échangé sur ces questions-là. Moi, je partage pleinement une vision sobre, que certains qualifieront de catastrophiste de l'avenir, mais je pense qu'il faut juste avoir un regard lucide sur ce qui nous attend, non pas se bercer d'illusions sur d'éventuelles technologies de rupture qui nous permettront de vivre au niveau de vie qui sont les nôtres aujourd'hui, dont on voit quand même assez clairement qu'ils ne sont pas soutenables et qu'ils sont par ailleurs très inégalitaires. Donc on a un très gros enjeu là-dessus. Et je crois qu'aujourd'hui, Philippe Biwix a développé une approche qui n'est pas forcément une approche de solution, mais déjà de constat très factuel, qui nous permet d'y voir un petit peu plus clair et d'échafauder des scénarios sans doute un peu plus viables et un peu plus crédibles pour la suite des événements, qui ne sont pas d'ailleurs si noirs qu'on pourrait éventuellement le penser. Hein. Les écolos disent souvent moins de biens, plus de liens. Effectivement, se dépouiller de ce qui est sans doute parfois en surplus ou accumulé dans nos armoires nous conduit souvent à aller vers l'autre et à imaginer des solutions plus collaboratives et plus mixtes. Donc avant d'introduire sa conférence, et vu qu'il fait quand même relativement chaud et que vous allez vite vous étouffer ici, je voulais quand même introduire le sujet, notre sujet de débat de ce soir, économie et écologie sont-elles compatibles, en partant, non pas ex nihilo, d'un cas de figure qui serait très virtuel, mais de ce que nous vivons ici concrètement à Darwin depuis 2 ans. On a maintenant un peu de recul pour pouvoir mesurer, évaluer les conséquences de nos actions, de nos comportements collectifs dans ce bâtiment, et de voir si finalement l'enjeu qui est le nôtre, à savoir d'avoir un développement économique, on va dire, viable, est compatible avec une décroissance, une réduction, pour le dire autrement, de notre impact écologique. Voilà. Ça, c'est l'enjeu. Notre enjeu, c'est d'essayer de faire la preuve qu'on a un modèle peut-être un petit peu plus vertueux, un petit peu plus positif que ceux d'autres lieux qui se préoccupent moins de ces questions-là, et de voir si effectivement on est dans l'émergence d'une nouvelle forme de conscience et de modèle économique qui nous permet simultanément de déployer nos activités, d'être viable économiquement, de créer les emplois qui ont besoin d'être créés aujourd'hui, tout en ayant un impact écologique moindre. Et on le fait dans un cadre, dans une dimension qui rend, je crois, les enseignements suffisamment éclairants parce qu'on n'est plus anecdotique. Aujourd'hui, hein, pour toi, Philippe, qui ne l'a pas forcément en tête, on est aujourd'hui 140 personnes morales, donc 147 structures, qui officient dans le tertiaire, ici, à Darwin, ou dans les locaux, qui consomment de l'énergie, qui produisent des déchets, qui vont aux toilettes, pour certains. Pas moi, je suis jamais allé, mais en tout cas, qui sont dans le bâtiment et qui utilisent ces lieux tous les jours et qui génèrent des flux qu'il faut bien gérer. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on peut collectivement ici faire la preuve qu'on émet moins de gaz à effet de serre, qu'on produit moins de déchets, ou de moins que ceux qu'on produise, on leur donne leur deuxième chance. Voilà. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous montrer à partir d'un constat qui est issu d'un outil qu'on a déployé récemment. Pour ceux qui ne sont pas darwiniens, ils ne le connaissent pas ou ils ne l'ont pas vu. Pour d'autres, ça sera peut-être un peu une redite, mais je ne suis pas sûr qu'ils le voient tous les jours. Donc je vous le présenterai à ma manière, qui est un outil qui s'appelle Music. Ça veut dire métrologie intelligente des usages pour la sobriété énergétique et les éco-comportements. Voilà, et qui a pour enjeu de rendre compte à tous les darwiniens qui travaillent ici de leurs impacts. Voilà. Et donc, avec cet outil, on suit 6 axes différents nous permettent de voir si on est loin ou proche de nos objectifs, de ce qu'on s'est fixé, et de cet enjeu de décroissance de nos impacts écolos. Donc ces 6 enjeux, c'est l'énergie. Évidemment, dans un bâtiment, on se chauffe, on branche nos ordi, nos iPhones et d'autres appareils en tout genre. Bien sûr, on consomme du papier, du carton, des bouteilles plastiques, de l'aluminium, tout un tas de choses. On se déplace pour venir, et on sait que dans un lieu comme le nôtre, eh bien, dans une agglomération, ça va provoquer des déplacements en voiture, en vélo parfois, aussi en transport en commun. On n'est pas super bien desservi ici, certains en font l'expérience tous les jours. Donc voilà, ça c'est un enjeu
sur lequel un maître d'ouvrage, un exploitant comme l'est Evolution pour Darwin, n'est pas toujours la capacité à influer, mais il peut essayer de le faire. Il y a aussi la question de l'eau, elle est peut-être un peu moins cruciale pour nous qui sommes dans le tertiaire, mais l'eau, effectivement, on en a besoin tous les jours. Et puis, bien sûr, on est là sur site tous les jours, on y consomme de la nourriture, de l'alimentation. On a la chance d'avoir un resto sur site. Alors tout le monde n'y consomme pas tous les jours, mais c'est quand même quelque chose d'important qui génère aussi des flux et qui génère de l'approvisionnement local le plus souvent. Et puis enfin, sixième axe, c'est le changement climatique. Comment tout ça contribue ou pas, plus ou moins, à générer de l'effet de serre, parce que in fine, c'est l'étalon majeur pour nous, celui de notre contribution plus ou moins forte au changement climatique. Donc Music, il a cette ambition, et pour ceux qui le pratiquent tous les jours ou qui y jettent un œil occasionnellement, ça nous donne la mesure de ça, et ça nous donne un aperçu de là où nous en sommes. Donc si on regarde chacun de ces postes, et je vais le faire relativement vite, et je te passerai la parole après, mais ça permettra aussi de rebondir et peut-être contextualiser ton discours. Sur l'énergie, on s'est fixé un certain nombre d'objectifs. Alors si je suis connecté à cette vitesse, c'est low-tech, mais ça ne va pas générer vite mes slides. Au secours! Tous mes effets d'annonce. Voilà. Donc là, effectivement, on a des jauges qu'on a développées, lesquelles nous permettent de vérifier sur les principaux postes de consommation énergétique qui sont ceux d'un bâtiment comme le nôtre, le chauffage, la ventilation, l'éclairage, ce que j'ai qualifié d'activité professionnelle, à savoir la connexion des ordinateurs et des équipements divers, l'usage des ascenseurs et bientôt la production du photovoltaïque, qui vient là en positif, nous donne un aperçu de notre consommation, qu'on exprime soit en énergie finale, c'est ce que généralement il y a mentionné sur vos ampoules, soit en énergie primaire. Cette jauge nous permet de vérifier qu'aujourd'hui, par exemple, au 22,6, voilà, on est très bien par rapport à l'objectif qu'on s'était déterminé. Cet objectif est fixé par un enjeu qui est celui d'être un bâtiment à basse consommation. Donc toutes ces jauges ont été créées pour ça, et au mois le mois, on peut vérifier que cette jauge, on est dans le rouge ou on n'est pas dans le rouge. Donc au début de l'année, ça a été très tendu, vous vous en souvenez peut-être, on avait des problèmes de chauffage, donc on a dû booster la chaudière, on avait des résultats qui étaient relativement mauvais, mais ils se sont améliorés au fil des mois, et on voit sur ce graphe que si on a eu des moments où on était dans le rouge, ici notamment, aujourd'hui on est passé relativement dans le vert par rapport à nos objectifs. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais pas vous égrener des chiffres trop nombreux parce qu'on va s'y perdre, mais ce qu'il faut retenir de ce résultat aujourd'hui, avec une année de recul, puisqu'on a les chiffres sur l'année 2014 qui sont en train de se charger, on est au-delà de notre objectif. Un objectif de bâtiment basse consommation d'énergie tel que le nôtre en rénovation, ce qui est déjà compliqué à atteindre dans un volume comme ceux qu'on pratique tous les jours ici, qui sont des gros des bâtiments avec beaucoup d'espace, beaucoup de surface à chauffer. On devrait être, pour être basse consommation, inférieur à 72 kWh mètre carré par an. Voilà. Et aujourd'hui, dans ces bâtiments, on a le plaisir de constater qu'on est à 84 en incluant les usages, c'est-à-dire les connexions, tout ce qui était la jauge activité professionnelle, généralement c'est exclu des calculs, ça les professionnels de la simulation thermique dynamique vous le diront, on prend en compte simplement les postes chauffage, électricité, éclairage, ventilation, auxiliaire, des choses comme ça, et on ne prend pas en compte les usages, ce qui finalement fait un peu la saveur de ce qu'on pratique ici, à savoir la façon dont on y bosse. Et bien, en incluant ces usages, on est aujourd'hui très largement dans le vert, comme vous le montre cette courbe. Il faut retenir simplement l'allure. C'est que par rapport à notre objectif qui est en rouge, qui est celui de l'objectif basse consommation, incluant les usages cette fois-ci, on est largement en dessous. Et donc ça, on peut vraiment s'en féliciter. C'est collectivement grâce au dispositif qu'on a mis en place dans le bâtiment, au fait de se passer de climatisation, au fait d'avoir recours à une énergie électrique qui est exclusivement renouvelable grâce à Enercop, on a des facteurs de consommation qui sont moindres et qui nous permettent aujourd'hui d'atteindre ces chiffres qui sont très bons. Donc là, je dirais sur l'énergie, il ne faut rien lâcher, il faut maintenir la pression. On a eu des hauts et des bas, notamment en début d'année, mais globalement, on est dans l'objectif et un bâtiment basse consommation, voire au-delà, incluant les usages, ça fonctionne. Sur la mobilité, c'est un autre enjeu. Il faut le savoir qu'aujourd'hui, les déplacements domicile-travail sont le principal poste d'émission de gaz à effet de serre des activités tertiaires.
C'est pas le bâtiment dans lequel vous êtes, c'est la façon dont vous venez y bosser pour je dirais, effectuer votre travail quotidien. Et en règle générale, une grande partie des salariés français vont bosser quand ils n'ont pas le choix, par hasard, ou quand ils sont mal desservis, avec des modes de transport qui génèrent pas mal de gaz à effet de serre. À Darwin, on fait le constat tous les jours de ces émissions de gaz à effet de serre suite à un déclaratif qui est mis à jour au rythme on peut faire en temps réel, mais qu'on renouvellera au fil de nos campagnes de sondage. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a 4 modes de transport principaux à Darwin. La voiture ou la moto, le plus émetteur de gaz à effet de serre, évidemment. Voiture individuelle, dans laquelle on est généralement seul. Les transports collectifs qu'on utilise suite au dépôt de sa voiture dans un parking de proximité. Certains font ça, c'est-à-dire qu'ils déposent leur bagnole dans un parking de proximité, puis après ils prennent le tram ou le bus pour rejoindre le site. Les transports collectifs, ceux qui viennent en bus par exemple et qui sont déposés devant la caserne. Et puis 4e mode, le vélo ou la marche à pied. Et on est très fiers à Darwin de pouvoir dire qu'aujourd'hui, cette part modale de déplacement est majoritaire. On est à 46% de Darwiniens sur les 345 qui travaillent tous les jours à Darwin, qui prennent soit leur pied, soit leur vélo, soit qui prennent leur pied en vélo pour venir travailler et qui, grâce à eux, nous permettent d'économiser. Alors là, c'est le chiffre. Aujourd'hui, le 22 juin, depuis le début du mois, on a économisé 4,5 tonnes de CO2 grâce à ceux qui viennent en vélo. Si on était tous venus en voiture, vous le voyez, on serait à 15,5 tonnes émises. Bon, aujourd'hui, on n'est qu'à 11 grâce à ces efforts-là. Donc, on a une part significative d'entre vous et de ceux qui travaillent ici, qui viennent à vélo et qui nous permettent d'atteindre aussi, là, un chiffre moindre d'émissions de gaz à effet de serre grâce à ces efforts continus. Donc, des efforts qu'on suit toute l'année, on voit que ça progresse sur les modes de transport plutôt bien. Mais on n'a pas les comparaisons par rapport à l'année N-1. Donc là aussi, je dirais plutôt un bon point, mais bien entendu, peut mieux faire parce que 135 personnes qui viennent en voiture ou à moto, soit 39% de nos effectifs, c'est sans doute encore des gens qui pourraient faire des efforts ou qui, pour des raisons qui peuvent évoluer, pourraient être amenés à prendre aujourd'hui un autre mode de déplacement. Sur l'eau, qui est un enjeu un peu moindre, on a quand même une vraie question sur cette ressource précieuse. Pourquoi effectivement alimenter des toilettes avec de l'eau potable? C'est évidemment une hérésie. Grâce aux investissements qu'on a fait dans le bâtiment, on a des cuves de une cuve de rétention des eaux pluviales sous le vortex, cette structure en bois que vous connaissez. Et bien sous ce vortex, on a 33 mètres cubes d'eau qui sont stockés suite aux intempéries et qui nous permettent d'alimenter exclusivement les WC. Bien sûr, pas l'eau que vous allez boire dans les lavabos, ni celle qui sert à faire la cuisine dans les commerces. On a un double réseau, tout ça est bien étanche, vous en doutez. Mais on a des capteurs qui nous permettent de mesurer l'eau qui nous reste en réserve et de vous alerter quand elle est vide, mais surtout de mesurer l'eau qu'on a pu économiser grâce à la récupération, enfin l'eau potable qu'on a pu économiser grâce à la récupération des eaux pluviales. Et puis ça aussi, on le gère et on le suit quasiment chaque jour. Donc au 22 juin, grâce à cette cuve, on a pu économiser 90 mètres cubes d'eau quand même. Ça fait un sacré paquet de litres qui, du coup, ont été récupérés pour des usages spécifiques. Et là aussi, je crois que c'est une contribution utile à cet enjeu de préservation de la ressource. Alors là, j'ai regardé Fred Petit, notamment, avec qui on remonte les données concernant les déchets. Là aussi, les déchets, ce qu'on en fait va avoir un impact plus ou moins fort sur les enjeux écolos qui sont les nôtres. Évidemment, incinérer des déchets provoque un certain nombre d'effets négatifs. Les enfouir, comme c'est encore le cas de trop nombreux d'entre eux, ça provoque de la méthanisation qui contribue fortement à l'effet de serre. Et puis globalement, on a parmi nos déchets des ressources qui méritent d'être récupérées pour servir d'autres usages, jusqu'à 4-5 fois parfois par type de métal ou type de ressources. Je regarde Philippe, je ne vais pas dire de bêtises. Mais là, vous voyez, on suit aussi, mois par mois, le tonnage de déchets qu'on produit et celui qu'on recycle. Donc à Darwin, le mois dernier, il y a une petite erreur sur le vert probablement, donc je vais prendre le mois précédent. On a produit sur le tertiaire. Je ne vous parle pas du magasin général qui, lui, a d'autres typologies de déchets qui ne sont pas encore mentionnés dans cette infographie. Mais globalement, voilà, on est à peu près à 1400 kilos, 1,4 tonne de déchets que collectivement les 347 darwiniens produisent par mois, ici au mois d'avril, qui se décomposent selon la typologie que vous voyez là,
Alors c'est principalement du papier carton et grâce à Élise, on va lui trouver une nouvelle vie selon différentes sortes, différents types de qualités. On va aussi avoir du plastique, on boit encore trop d'eau en bouteille sans doute, puisque si on en juge par les corbeilles de tri, il y a encore pas mal de bouteilles qui sont collectées. Là aussi, c'est du pétrole, c'est une ressource qu'on transporte, c'est de l'émission de gaz à effet de serre, donc il faut boire de l'eau. Du robinet, c'est beaucoup mieux. Le verre, on en a aussi un peu dans les locaux. On a des bouteilles qu'on recycle et qui, là, pour être recyclées, voilà, par exemple, vont nécessiter, là aussi, beaucoup d'énergie. L'aluminium, idem. Et on a aussi du compostage, puisque même dans les déchets, dans les bureaux, vous avez des poubelles près des cuisines qui vous permettent de trier vos déchets organiques qui sont compostés ensuite et qui ne vont pas finir à l'incinération pour réduire le rendement de l'incinérateur parce que c'est de la matière humide. Et puis, par ailleurs, on peut en faire une ressource précieuse qui va fertiliser nos sols. Donc c'est complètement stupide de la balancer dans le tout venant. Néanmoins, il nous reste quand même du tout venant encore, en quantité, à mon goût, trop importante. Mais si on comparait ces 34% à ce qu'on trouve dans d'autres lieux tertiaires, je pense qu'on n'aurait pas à rougir et qu'on pourrait même faire le V de victoire. Parce que je pense qu'il y a très peu de sites qui sont à un tel taux de recyclage de leurs déchets. Je ne sais pas ce que tu en penses, Philippe, ce que tu vois ailleurs. T'en sais rien. Enfin, dans les TGV, puisque toi tu es à la SNCF, on ne trie même pas. Donc nous, on est à 66%. Donc c'est déjà pas mal. Vous voyez partout dans Darwin, il est marqué zéro déchet. Effectivement, on tend vers le zéro déchet, on n'est pas encore à cet objectif, on veut produire le moins possible de déchets pour la voirie et être quasiment en autonomie dans la boucle de recyclage de ce qu'on peut faire ici, cette fameuse économie circulaire. Donc là aussi, plutôt un bon point, mais là encore, peut largement mieux faire. Découpler notre développement économique radieux et nos impacts écologiques, c'est pas encore maintenant, quoi. Sur l'alimentation, là aussi c'est très important pour aller chercher sa bouffe ailleurs à prendre sa voiture. Ça se trouve, cette bouffe elle n'est pas bio, du coup elle a un certain nombre d'impacts encore plus importants sur l'environnement. On suit ça à Darwin grâce à l'activité du magasin général. On est aujourd'hui quasiment en capacité de fournir 10 000 repas par mois, ce qui, d'après EcoCert, qui nous a certifié le mois dernier, nous vaut le plaisir d'être sans doute, probablement, je prends quelques pincettes, mais c'est à vérifier, mais d'après EcoCert, c'est le cas, le plus gros resto bio de France. Donc il est juste en face. Et dans ce plus gros resto bio de France, tout n'est pas bio, mais on est à 93,7% bio dans ce que vous y mangez. Et on est aussi à 70% local. Donc là aussi, un impact sur l'effet de serre, évidemment, et puis surtout, un impact social. Il vaut mieux aller chercher à proximité, dans une relation directe avec le producteur ou avec le moins d'intermédiaires possible, ce dont on va se nourrir. Ça me paraît évident. Voilà, on essaie d'augmenter cette part d'approvisionnement local. Elle était plutôt de l'ordre de 60% en début d'année. Elle croît régulièrement. Vous pourrez le vérifier sur Musique pour ceux qui sont à Darwin. Je pourrais vous donner les chiffres pour les autres. Voilà, on est dans une tendance qui est aussi croissante. Mais cette tendance croissante, des presque 10 000 repas, des presque 5 000 litres de bière qu'on boit tous les mois, des presque 11 000 cafés qu'on sert tous les mois aussi, bio, je précise, ça génère aussi du marc de café, ça génère du verre, ça génère des déchets organiques en quantité importante. Tous les mois, on scoltine quasiment 2 tonnes de déchets organiques. 2 tonnes, c'est pas rien, quoi. Et aujourd'hui, c'est tellement pour nous précieux. On considère que c'est tellement important d'en faire quelque chose qu'on a décidé de lancer une nouvelle activité de collecte et de compostage de ces déchets organiques pour tous les restos de Bordeaux. Donc on a commencé chez nous, on a essayé de monter un modèle viable qui va nous permettre bientôt de servir, je l'espère, on croise le doigt parce que le conseil régional doit arbitrer notre dossier demain pour amorcer la pompe. On va pouvoir, je l'espère, servir tous les restos de Bordeaux et les hôtels et les restaurants et les cantines avec une activité qui éviterait que 94% d'entre eux, comme on l'a vérifié récemment, le balancent dans les ordures ménagères à l'incinération, ce qui est une hérésie absolue. Donc voilà, ça progresse aussi, c'est plutôt chouette. Et quand on mesure l'impact de tous ces efforts sur le changement climatique, parce que, in fine, c'est quand même la menace la plus sérieuse à laquelle nous avons à faire face et qui est un peu l'étalon à partir duquel on va se jauger. Est-ce qu'on est finalement bon ou pas bon? Quand on agrège l'énergie qu'on consomme ici avec les déchets qu'on produit, plus les efforts de mobilité qui collectivement sont faits par les darwiniens, et qu'on mouline ça avec des savants calculs qu'on confronte avec des références que des experts nous ont transmises, on se rend compte sur cette petite jauge qu'on est bien. C'est-à-dire qu'on est, même là sur le mois de mai, on n'est pas à la fin du mois de mai, mais déjà, sur le mois de mai entier, on est
même loin de notre objectif cible, puisque on a émis 15 tonnes 17 d'équivalent CO2 collectivement sur le lieu, sur le mois de mai, je précise, hein, c'est des données mensuelles, ce qui nous place à un niveau ramené au darwinien quasiment 6 fois inférieur à ce qu'un salarié français du tertiaire dans un bâtiment équivalent produit en émissions. Donc là, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement significatif, dont on peut collectivement être très fier. Je pense qu'il n'y a pas de biais, je pense que les calculs sont bons, on les a suffisamment vérifiés, confrontés, remoulinés. Aujourd'hui, on n'est pas dans le découplage total, évidemment, il serait une illusion, et c'est sur ce sur quoi je pense que Philippe va intervenir, mais on est en capacité, avec un certain nombre d'efforts qui ne demandent pas non plus de se torturer au quotidien, mais qui sont des choix d'investissement, des choix de comportement qui ne sont pas neutres, on a la capacité à réduire très significativement notre impact climatique, qui est, je le répète, quand même un enjeu majeur. Donc au bout de cette année et demie, c'est presque 2 ans de recul sur les données, voilà le constat qu'on peut en faire. Je crois qu'il est satisfaisant. Compte tenu des urgences, des enjeux, des défis, c'est encore effectivement qu'un début. Mais en tout cas, ça tend à prouver qu'on peut, d'une certaine façon, rendre compatible une activité économique, du moins la nôtre, qui est essentiellement tertiaire, hein, elle n'est pas industrielle non plus, avec une responsabilité écologique et l'internalisation de ces fameuses externalités qu'on va provoquer, souvent négatives sur l'environnement, et que c'est globalement jouable de relever un défi. Alors est-ce que c'est suffisant ? Maintenant, je te passe la parole, Philippe, peut-être réagir à ça et puis nous donner un peu ton point de vue sur cet enjeu qui fait le thème de notre conférence de ce soir. Merci. Et je vais rester avec toi, mais non pas pour faire le modérateur, mais parce que j'ai plus de place tellement la salle est pleine. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Donc, merci beaucoup Jean-Marc pour ton invitation. Je viens effectivement en voisin et non pas en juge de paix des résultats de votre travail. Donc la dernière fois que tu m'avais invité, on était tous frigorifiés. C'était fin mars, je sais pas, pour la quinzaine de l'économie circulaire. Donc on avait tous super froid. J'avais expliqué qu'il fallait baisser la température de consigne dans les bâtiments pour gagner de l'énergie et des émissions de CO2. Et donc là, aujourd'hui, c'est le four, quoi. Donc je ne sais pas si tu fais exprès pour me provoquer, parce que je propose de renoncer à la clim et de baisser le chauffage. En tout cas, c'est réussi. Donc si vous vous endormez, vous me dites, vous levez la main. Alors, on a choisi une question qui est donc écologie et économie sont-elles compatibles? Alors évidemment, c'est toujours des questions où on peut répondre par oui, par non, peut-être, ça dépend. Donc évidemment, c'est ce que je vais répondre. En fait, si par économie, on entend l'économie d'aujourd'hui et la manière dont notre gouvernement et les puissants du monde sont en train de proposer de la transformer, on va dire, plus ou moins à la marge, hein, quand on lit, par exemple, la loi qui a été votée maintenant, qui va passer en deuxième lecture au Sénat sur la transition énergétique pour une croissance verte, je dirais, a priori, non. Si on entend, et je vais évidemment détailler un peu, si on entend par économie la capacité, disons, à éviter, enfin, à trouver un chemin intermédiaire entre l'effondrement retour versus Mad Max ou l'âge de pierre, ou bien disons trouver une espèce de voie intermédiaire qui permettrait d'avoir une civilisation techniquement soutenable dans laquelle on ait encore un peu de confort, un peu de plaisir à vivre, et tout ça compatible avec la biodiversité, avec les systèmes de régulation de la planète, à commencer par le système de régulation climatique. La réponse est sans doute oui, mais c'est pas gagné. Alors, voilà, ça va faire mon plan, hein, en gros. Alors, pourquoi est-ce que je suis moyennement ou très moyennement convaincu par disons, la croissance verte ou l'économie qu'on nous propose, c'est-à-dire cette économie de la transition? Vous avez remarqué, on est en transition. Enfin, dans très peu de temps, on va être en transition, puisque la loi sera votée en deuxième lecture au Sénat pendant l'été, en même temps que les tarifs d'augmentation du gaz au 1er août et tout ça, comme chaque été. Donc, pourquoi est-ce que j'y crois moyennement? Premièrement, parce que c'est une économie qui continue à prélever des ressources non renouvelables, donc énergie fossile,
aussi métaux, donc c'est un peu ma marotte, c'est cette question des métaux, parce qu'effectivement on a un gros problème d'énergie et de climat, on le sait, mais on n'a pas qu'un problème de climat, on a aussi un problème de ressources, de biodiversité aussi, mais les ressources sont moins connues. C'est-à-dire qu'en gros, on tape dans un stock, je n'ai pas trop le temps de rentrer dans le détail aujourd'hui, mais on pourra échanger si vous voulez. Donc on tape dans un stock qui est un stock très très grand, très très large, d'ailleurs comme pour les énergies fossiles, hein, je veux dire, vous avez vu les gaz de schiste, les tight oil et autres sables bitumineux, sans parler des hydrates de méthane, etc. Il y en a beaucoup, il y en a énormément. Il y a aussi énormément de métaux. Simplement, on tape et on tape depuis la nuit des temps, si je puis dire, enfin en tout cas depuis qu'on est passé à l'âge du cuivre, dans les ressources qui sont les plus riches, les plus concentrées. C'est la planète vivante qui a enrichi tout ça. Hein, et donc évidemment, comme on n'est pas stupide, on va aller taper là où le coup de pioche rapporte le plus, ou là aujourd'hui le coup de tractopelle rapporte le plus. Donc on a une baisse comme ça. En fait, on a une baisse de la concentration des minerais en métaux, et cette courbe est relativement inéluctable. Et elle suit une asymptote. Ça peut durer très longtemps, mais il y a un moment ou un autre, on va avoir un problème. De la même manière dans l'énergie, il y a encore énormément d'énergie fossile, malheureusement largement trop, largement plus que nécessaire pour exploser le climat. Mais là aussi, on a un problème de dégradation de la qualité, de dégradation de l'accessibilité de ces ressources. C'est-à-dire que, en gros, aujourd'hui, pour aller chercher l'équivalent d'un baril de pétrole, par exemple, au Canada, dans les sables bitumineux, eh ben, il faut mettre un tiers de baril. Il faut investir un tiers de baril pour récupérer un baril, ce qui est juste énorme. Et donc, du coup, si vous voulez, on a une espèce de cage à hamster géologico-énergétique, hein, qui tourne de plus en plus vite parce qu'il faut faire tourner la machine, parce qu'il faut mettre de plus en plus de métaux dans des endroits de plus en plus compliqués pour aller chercher du pétrole. À l'inverse, il faut mettre de plus en plus de pétrole pour aller chercher des métaux dans des endroits de plus en plus compliqués. Et donc, le global de tout ça fait qu'à un moment, on va faire tourner le PIB, on va faire tourner tout ça, mais que ce que les économistes anglo-saxons appelleraient le net output, c'est-à-dire la richesse nette produite, ce que je vais vraiment pouvoir récupérer pour fabriquer ma canette de soda, eh ben, je vais en avoir de moins en moins parce que j'en injecterai de plus en plus dans la production intermédiaire. Donc ça va mener à un extractivisme, hein, maintenant on parle d'extractivisme forcené, c'est-à-dire qu'on va aller taper de plus en plus des endroits où on n'a pas encore tapé, c'est-à-dire sous les dernières forêts tropicales, c'est-à-dire demain ou après-demain dans l'Antarctique, c'est-à-dire dans les océans, partout où il faudra aller chercher pour essayer de maintenir cette espèce de taux constant et même croissant de ressources non renouvelables. Alors c'est pas pour rien qu'on voit de plus en plus émerger des conflits, pas trop chez nous évidemment, un peu sur le gaz de schiste, et puis peut-être il y a une mine d'or dans la Mayenne, dans la Sarthe, ou je ne sais plus, qu'ils essayent de relancer, mais disons que c'est plutôt dans les pays du Sud que ça se passe. Pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de violences et de mouvements indigènes, de mouvements locaux pour résister aux mines d'or, aux permis miniers, etc. C'est pas juste parce qu'ils deviennent plus intelligents et qu'ils ont Internet, c'est parce que les compagnies minières, elles débordent de plus en plus et elles ont besoin de plus en plus d'aller attaquer là où elles n'avaient pas besoin. Bon. Alors pour résoudre ça, il y aurait éventuellement le recyclage et l'économie circulaire, hein, donc ça c'est effectivement très bien. Plus on recycle, mieux c'est. Plus on recycle, plus on s'écarte du problème de ce problème-là, de gâchis des ressources. Mais, et ça c'est un peu, c'est ce que j'essaye d'exprimer depuis 4-5 ans, pardon, c'est que l'économie circulaire, parfaitement circulaire, le truc qu'on arrive à reboucler, à refermer, 100%, qui ferait qu'à un moment, peut-être, on n'aurait plus besoin d'extraire. Hein, une fois qu'on aurait chacun 18 kg de cuivre, 43 kg d'aluminium et je ne sais pas combien de tonnes d'acier chacun, on pourrait rester comme ça en boucle fermée à l'infini, puisque les métaux sont recyclables à l'infini. En fait, ce truc-là est totalement utopique, totalement inatteignable. On peut évidemment progresser beaucoup. Hein, je veux dire, les taux de recyclage aujourd'hui sont tellement bas qu'il y a une marge de progression énorme. Mais on ne peut pas reboucler pour des raisons, pour pas mal de raisons. La première, c'est que, en gros, c'est qu'on utilise aussi ces ressources non renouvelables, elles sont utilisées aussi sous forme dispersive, sous forme dissipative. 95% du titane est utilisé comme colorant blanc. Pour faire du vert, du jaune, on utilise du chrome. Pour faire du orange, on utilise du molybdène. Pour faire du bleu, on utilise du cobalt, etc. Donc on utilise ces métaux-là. La bouillie bordelaise, c'est du sulfate de cuivre. Hein, donc les vignes bio, il faut mettre du cuivre dessus, on les pend, et après, évidemment, on ne va pas recycler ce cuivre. Donc il est perdu, il est extrait des mines, il est perdu pour toujours. Bon, il y a des exemples assez sympas, vous trouverez ça dans la littérature
sur par exemple les nano-chaussettes, les chaussettes au nano-argent, anti-odeur, des choses comme ça. Donc que j'égrène au fil de mes conférences de temps en temps. On en reparlera si vous voulez. Donc, une économie qui continue à se baser sur le prélèvement de ressources et qui n'arrive pas à calmer, malgré l'augmentation du recyclage, malgré les bons gestes éco-citoyens, qui n'arrive pas à calmer un taux de croissance. Hein. Je veux dire, on est dans une exponentielle partout dans le monde. Et chez nous, on n'est pas dans une exponentielle, mais c'est juste parce qu'on a un solde import-export qui fait qu'on importe maintenant nos produits de l'étranger, donc on a besoin de moins de matières premières. Deuxième chose, c'est que cette économie, c'est une économie qui mise tout sur les utopies technologiques. Alors, là, je passe à un truc, c'est que j'ai un fil rouge aujourd'hui, c'est l'encyclique du pape. C'est sorti jeudi, j'ai pas eu le temps de tout lire, mais alors j'ai un papier quelque part parce que je perds. Voilà. Alors mon papier, donc l'encyclique, donc vous savez que donc Laudato Si, c'est ça, je prononce bien. Donc Dieu soit loué ou un truc comme ça. Voilà. Donc est sorti jeudi dernier. Hein, donc le pape François, c'était une encyclique qui était très attendue sur l'écologie et ça déménage grave. Je veux dire, c'est François, il nous avait habitués déjà, mais alors là, c'est Attaque qui lui a écrit le truc, quoi. Alors donc, je me suis amusé, mais alors j'ai pas eu le temps de lire, ça fait 192 pages, voilà. Donc, mais je vais le lire, c'est clair. Alors j'ai juste tapé technologie pour voir combien de fois il y avait l'occurrence. J'ai trouvé, je crois 37 fois la technologie ou technologique. C'est quand même une espèce de signe des temps. Et alors justement, il comptait, il est un peu comme moi, je sais pas s'il a lu l'âge de l'Hélotech ou pas, mais alors il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il faut que je retrouve ce qu'il dit, parce que j'avais des numéros et tout. Ah oui, alors la technologie liée au secteur financier, qui prétend être l'unique solution au problème, de fait est ordinairement incapable de voir le mystère des multiples relations qui existent entre les choses, et par conséquent résout parfois un problème en créant un autre. C'est pas mal. Hein. Alors le seul truc que j'ai souligné, c'est parfois, parce qu'en fait, ça crée souvent un problème en résolvant un autre. Donc l'utopie technologique, c'est quoi? C'est par exemple l'utopie à la Rifkin. Hein. Vous connaissez Jérémy Rifkin. Donc, Jérémy Rifkin, c'était sympa, c'était l'économie hydrogène. Donc il expliquait en gros qu'on allait faire des panneaux solaires et puis des éoliennes partout, et puis qu'on allait être tous producteurs-consommateurs dans nos foyers ou dans les entreprises, et puis qu'on échange tout ça avec le vecteur hydrogène pour stocker. Alors depuis, il a un peu évolué parce que le vecteur hydrogène, c'est compliqué, ça fuit et tout ça, ça explose, mais on peut faire de la méthanation du gaz, par exemple. Hein, donc on met l'hydrogène avec un carbone et puis on refait un gaz naturel. Alors lui ce qu'il dit, donc je trouve que c'est un bon exemple de l'utopie technologique. Je suis déjà hyper verbeux, ouais, j'ai l'impression que je tiendrai. Lui, il dit, bon, alors Internet, c'est gratos. Hein. Donc, il s'est pas rendu compte que c'était lui le produit, parce qu'évidemment, Internet, c'est jamais vraiment gratuit. Enfin, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Mais lui, il dit c'est gratuit. Alors, il n'a pas vu qu'il fallait dérouler des câbles transatlantiques. Il y avait des mecs qui balayaient dans les data centers et tout, des maîtres chiens, etc., pour pas rentrer. Donc, il dit Internet, tout est gratuit. Il y a les MOOC maintenant, les cours, tout ça, donc tout est gratuit. Donc après, deuxième truc qui va devenir gratuit, c'est l'énergie, parce qu'on va faire un Internet de l'énergie. Donc Internet de l'énergie, parce qu'on va tous être connectés avec des smart grids, hein, donc des grilles intelligentes, c'est-à-dire des compteurs intelligents qui vont arrêter votre machine à laver quand il n'y aura pas assez de vent, et puis de l'autre va échanger votre surplus sur le marché, etc. Alors du coup, comme il dit Internet de l'énergie, ça fleure bon la dématérialisation, c'est sympa, mais bref, ce qu'il s'est pas rendu compte, c'est qu'on ne transporte pas tout à fait des électrons comme des photons. C'est quand même plus compliqué, quoi, parce que les photons, ça passe assez facilement dans une fibre optique, et puis il suffit d'augmenter la fréquence. Les électrons, il faut des gros câbles. Et puis, il y a plein de raisons qui font qu'il y a une consommation métallique hallucinante qui ne permet pas de déployer à la hauteur qu'il pourrait l'espérer. Bon, puis il fait plein d'autres bêtises, puisqu'il dit aussi qu'il y aura un troisième Internet, ce sera Internet des objets, où il confond d'ailleurs un peu Internet des objets et imprimante 3D. Puis il dit en gros, tout va devenir gratuit parce que tout sera imprimé sur imprimante 3D. Donc les enfants achèteront plus leurs jouets, ils imprimeront leurs jouets à l'école. Bon. Alors évidemment, il faut lui expliquer que par exemple, une imprimante 3D, il faut que ça soit des matériaux fusibles, hein, des choses qu'on peut vendre, qu'on peut fondre. Donc pour faire une chemise, par exemple, c'est pas possible parce que le coton, ils font pas, quoi. Donc on ne peut pas imprimer une chemise en coton. Donc les mecs du Bangladesh sont pas du tout inquiets par le fait que Jérémy Rifkin a décrété la fin du travail. Eux, ils savent qu'ils vont continuer à coudre des trucs. Et puis les mecs chez Foxconn, c'est pareil, qui fabriquent des iPhones. On ne peut pas imprimer un iPhone puisque c'est multimatériaux. On ne peut pas imprimer en 3D un piano parce que il faut monter les cordes, il faut les. D'accord. Piano qui est d'ailleurs tout à fait low-tech hein, dans la définition, comme le violon, pas comme la guitare électrique. Alors, voilà, donc ça c'est l'utopie technologique, c'est de se dire, en gros,
c'est vrai qu'on a beaucoup de problèmes, mais à chaque fois qu'on a un problème, on va trouver une solution. Et non seulement on va trouver, non seulement on va rentrer, bon, on a saccagé la planète jusqu'à présent, c'est vrai. Bon, dont acte, désolé, excusez-nous, on n'a pas fait exprès. Mais là, on va rentrer dans une économie réparatrice. Hein. Laurence Parisot, l'ex-patronne du MEDEF, elle disait un peu de croissance pollue, beaucoup de croissance dépollue. Hyper fort. Au début, je me suis dit, mais elle est complètement. Elle est givrée, là. Non, elle n'est pas givrée, parce que pour arriver à ce niveau-là, il faut. Bon, elle avait son papa, mais. Donc, le truc, c'est que. Ce qu'il dit, c'est que. Le principe, c'est de dire s'il y a de la croissance, il y aura beaucoup d'innovation. S'il y a beaucoup d'innovation, alors on va trouver les solutions. Et ces solutions-là vont nous apporter les problèmes. Donc l'exemple, par exemple, c'est les biotechnologies jaunes. Vous n'en avez pas encore entendu parler. C'est les biotechnologies dépolluantes. Donc c'est des bactéries modifiées qui vont par exemple, manger la pollution des sols. Donc on va les épandre comme ça, mais elles seront sympas, elles seront modifiées, mais elles vont pas se déployer trop là où il faut pas. Et sur les sols de Métal Europe, elles vont manger les trucs. D'accord. Bon, ça c'est ça fonctionne pas pour plein de raisons dans lesquelles je vais pas rentrer tout de suite. Alors après, on a une troisième chose, c'est qu'on a une transition actuellement. Certes, on pourrait dire oui, on est en transition. Enfin, certes, je suis un petit peu de mauvaise foi. Il se passe des choses, il y a des lois votées, il y a des choses qui avancent, c'est sympa. Mais on est dans une transition qui est juste désespérément lente, qui va pas être au rythme qui est nécessaire. Je veux dire, c'est incroyable. Alors c'est formidable. Il y a une foultitude d'initiatives, c'est génial, mais il se passe juste rien. C'est-à-dire quand on regarde juste les tonnes émises, les tonnes de déchets produites, la consommation de matière, etc. C'est-à-dire ça avance pas. Il va juste falloir à un moment changer de braquet, parce que sinon ça va pas marcher. Parce que le peu de gains qu'on fait ici, si tant est qu'on en fasse, solde, import, export inclus, bah, à côté, de toute façon, le développement fait qu'on explose tout. Donc, quelques exemples où ça avance pas. Euh, dans le domaine agricole, je veux dire, alors je prends plus souvent de voitures, mais j'avais été marqué par une image, c'était un gars dans le monde qui avait dit, mais quand on fait 300 km en voiture maintenant, on arrive, le pare-brise, il est propre. Avant, moi quand j'étais jeune, et je me souviens quand j'étais enfant, enfin même pas, à 20 ans, ma bagnole, je faisais Paris, je sais pas quoi, j'arrivais, fallait la passer pas au Karcher, mais enfin fallait frotter quoi, il y avait du... Bon, il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus d'abeilles. Tout ça, les trucs systémiques et tout, c'est en train de faire tout disparaître. Donc, dans le domaine agricole, les pesticides, l'érosion des sols, hein, les pratiques agricoles qu'on a aujourd'hui, c'est 1 tonne de terre perdue par érosion hydrolienne ou éolienne pour 1 tonne de nourriture produite. D'accord. Si vous mangez 1 kilo de pain, il y a aussi 1 kilo de terre qui est parti à la mer. Okay. Et ça, c'est le ratio français, c'est pas trop mauvais, parce qu'on est dans des pays pas trop tropicaux, etc. Le ratio mondial, c'est 1 tonne de nourriture, 4 tonnes de terre. Donc avec tous vos gâteaux à l'huile de palme, qu'on trouve toujours... Oui, je crois. Enfin, je sais pas, j'ai pas été vérifié, j'irai tout à l'heure. Bon, donc autre exemple où ça va désespérément vite, le bannissement du jetable. Oh, les bouteilles là, les bouteilles chez Darwin, non, faut que ça arrête quoi. Donc, alors j'ai trouvé dans la loi pour la transition énergétique machin. Donc on va bannir les couverts, non pardon, la vaisselle jetable en plastique non biodégradable à partir de 2020. Yes. Donc on va économiser la fameuse truc de Kosciusko-Morizet repasse finalement. Bon, donc l'histoire fait des boucles. Cette fois c'est passé que ouais, mais je veux dire, il n'y a pas que ça comme jetable, quoi. Il n'y a pas que les trucs du pique-nique. Je veux dire, des trucs jetables, on en a partout autour de nous, tout le temps. Bon, donc, je veux dire, on bouge rien là-dessus. L'artificialisation des sols, tranquillement, on continue à bétonner au rythme de 1 département tous les 7 à 10 ans. Il y a 100 hectares chaque jour en France qui sont artificialisés. En général, c'est les meilleures terres, parce que c'est dans les vallées, etc. Hein. Les terres agricoles qui sont transformées en parking de plein de trucs, mais comme je vois que c'est filmé, je ne dirais pas. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Bon, les taux de recyclage qui progressent, et qui progressent très lentement là aussi. Hein, la loi, à nouveau, la loi pour la croissance verte, c'est un recyclage, une valorisation de 55% en 2020, valorisation, et 65% en 2025. Valorisation, c'est inclus incinération, hein, parce qu'évidemment, valorisation énergétique. Hein, donc les pneus qui sont brûlés chez les cimentiers, c'est valorisé. Ils sont dans l'objectif de 55%. Donc autant vous dire qu'il y a encore du boulot. Les plastiques, Plastic Europe, donc qui est la Fédération européenne de plastique, hein, leur statistique, c'est 25% du plastique qui est émis en France, enfin en Europe, pardon, qui est recyclé. D'accord. Après on se demande pourquoi il y a des continents de plastique et tout ça. Bah,
Il y a 25% qui est recyclé. Tout le reste, il part ailleurs. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une économie qui... on dit que c'est très lent, hein, c'est désespérément lent. Les améliorations sont hyper lentes. Et à côté de ça, l'accélération est fulgurante. On a une économie qui est en train d'accélérer la dégradation environnementale. Mais à toute vitesse. C'est le déferlement des objets connectés. D'accord? Pour la fête des pères, papa a eu une montre, podomètre, machin, connecté à son iPhone, et maman réclame déjà le matelas qui va lui permettre de voir comment elle dort avec les capteurs dedans. C'est ça qui est en train de déferler, d'accord? on est en train Alors le dernier, ah oui, j'avais le dernier né. Alors le dernier né, c'est le bikini connecté. Vous avez entendu parler? Cette saison, hein, avec la chaleur qu'il fait. Vous n'avez pas entendu parler? Heureusement que je vais à Paris quand même, de temps en temps. Alors à Paris, même dans les journaux gratuits, il y a le bikini connecté. Alors c'est une Alsacienne qui a inventé ça. Donc c'est un capteur solaire dans le bikini qui fait que, à un moment, il vous alerte sur iPhone que vous avez sans doute pris un coup de soleil ou que ça va pas tarder. Et alors donc la dame en question, j'ai rien contre les Alsaciennes, hein, mais alors elle tient à préciser quand même dans son interview, elle dit ce n'est pas un gadget, parce que ça peut vraiment éviter un coup de soleil. Bon, voilà, c'est quand même le monde dans lequel on vit, c'est ça quoi. Et alors, évidemment dans le bikini, il y a les puces, les capteurs, les machins, les petits métaux, les trucs que je sais pas recycler, parce que évidemment il n'y aura pas de poubelle à bikini, même chez Darwin, même en 2025, je suppose. Bon, et alors évidemment, donc cette dame qui va être connectée, elle va tout de suite mettre sa crème solaire qui en fait est aux nanoparticules, puisqu'en fait il y a des particules nano-encapsulées. Maintenant, c'est comme ça, qui font que les dernières crèmes solaires qui sont sorties, qui sont en train de sortir, elles sont à la fois protectrices et rafraîchissantes, parce qu'il y a des petites particules nano-encapsulées qui rafraîchissent. Et donc voilà, c'est ça le monde dans lequel on est en train de vivre. Alors c'est évidemment ce qui est en train d'arriver, c'est les drones et les robots, hein, y compris d'ailleurs dans les meilleures volontés, si je puis dire. C'est-à-dire on dit, ah, c'est génial, on va faire des robots désherbeurs qui fait qu'on va faire du maraîchage bio plus accessible, moins cher, parce qu'il n'y a plus besoin de payer la main-d'œuvre au noir. C'est vraiment génial. Donc, voilà, hein, on va faire des drones qui surveillent les vignes comme ça. J'essaye de parler des vignes pour faire un peu bordelais, quoi. Je dis, bon. Qui vont surveiller les vignes, et puis hop, quand il pleut, bon, bah, au lieu de faire un épandage de fongicides, par exemple, préventif, quoi, hein, parce que c'est un peu humide et tout, bah, le drone va aller vérifier s'il n'y a pas un petit peu de trucs qui poussent dessus. Voilà. Ça, c'est évidemment mortifère aussi d'un point de vue de la consommation de ressources, d'un point de vue de l'incapacité à recycler tous ces petits produits électroniques, etc. Hein. On jette déjà 40 millions de tonnes, c'est une estimation de l'Université des Nations Unies, 41 millions de tonnes, je crois, par an de produits électroniques qu'on sait déjà pas gérer. Il y a 5 usines dans le monde qui savent à peu près les gérer, qui récupèrent pas tous les métaux, qui savent pas tout récupérer, et tout le reste, ça finit au Ghana, en Chine, en Inde, brûlé avec un briquet pour essayer de reconnaître le type de plastique. Voilà. Et puis il y a tout le big data, hein, qui est en train d'arriver, enfin big data et puis tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'ensemble des centres de données, des serveurs, etc. Alors là, les big data, c'est pareil, hein. À 99%, évidemment, ça va servir à des applications marketing pour vous envoyer des offres furieusement personnalisées et géolocalisées, s'il vous plaît, en fonction de votre profil d'achat. Mais à 1%, dans 1% des cas, ça va servir à capter des données, des choses, peut-être sur les gens qui circulent, ou on va pucer tous les arbres d'Amazonie, et puis comme ça va permettre de protéger la forêt. Voilà. Donc on nous explique comme ça, pareil, on a saccagé la planète, mais là, on va venir dans une économie réparatrice. Bon, et puis dernier sujet, c'est une économie qui voit des ruptures salvatrices, je dirais, hein, des changements de business model un petit peu partout. Alors, c'est vrai qu'on est dans un monde où il y a plein de gens qui ont intérêt à montrer qu'il y a des grandes ruptures. Hein, pourquoi est-ce qu'on est dans un monde où on a besoin de montrer qu'il y a des grandes ruptures? Parce qu'il y a des consultants qui vivent de ça, d'essayer de faire peur à leurs futurs clients en disant ah, il va y avoir des grandes ruptures, vous devriez vraiment avoir quelqu'un qui vous conseille là-dessus, hein, comme Rifkin et tout ça. Vous avez des journalistes qui ont besoin de se battre et puis de faire des trucs sympas. Vous avez des professeurs de management qui ont besoin de montrer, etc. Donc du coup, c'est quoi? C'est l'économie du partage, c'est l'économie de la fonctionnalité, hein, c'est tous ces trucs-là. Donc ça va être génial, c'est le rapport à la propriété. Vous, les jeunes, vous n'avez plus de voiture, c'est pas grave, vous cherchez de la mobilité, pay as you use, etc. Bon, et quand on regarde des trucs, alors j'ai trouvé une autre bête noire très récemment. Bon, je n'achetais pas son livre, hein, mais... il s'appelle Tony Seba, il est de Stanford,
Alors Stanford, je sais pas pourquoi, j'ai un truc avec les mecs de Stanford, parce que c'est pas le premier qui raconte des bêtises. Et alors il a écrit un livre qui s'appelle Clean Disruption of Energy and Transportation. Alors ce monsieur dit qu'en 2030, toutes les voitures seront électriques et 100% de toute la production d'énergie mondiale sera électrique. Et que par ailleurs les voitures conduiront toutes seules. Mais ça, pour le coup, les voitures conduiront toutes seules, je pense qu'il a effectivement raison. Maintenant, 100% de l'énergie solaire en 2030 et 100% des voitures électriques, comment il a fait? Il a projeté le taux de croissance historique de l'installation du photovoltaïque et des prix, et il a dit ça va continuer jusqu'en 2030. Forcément, avec une exponentielle, au bout d'un moment, on peut couvrir la planète avec des panneaux solaires. Alors pourquoi je parle de ce monsieur? Parce que par exemple, dans l'économie du partage, il dit les voitures, en fait, vous n'avez plus de voitures. Vous appelez un espèce de Uber automatique avec une voiture qui se conduit toute seule, et elle vient vous chercher, elle vous redépose là où vous avez besoin. Donc, ça va abattre monstrueusement le taux d'équipement et le nombre de voitures nécessaires, puisqu'une voiture ne bouge pas 96% de son temps. 96% de son temps, elle est garée. Donc le gars, il dit, bah yes, je vais diviser par, 4%, donc je vais diviser par 25 le nombre de voitures, les routes seront vides. Oui, mais apparemment, lui, il doit habiter vraiment tout près de son boulot, et il s'est pas rendu compte que les gens, ils se déplacent tous le matin, tous le soir, qu'il y a des logiques d'heures de pic, etc., qui fait que ça marche pas tout à fait. Bon, puis sur l'économie de la fonctionnalité, il y a plein d'autres choses à raconter. Alors voilà, donc ça c'était la fin de la première partie. Pourquoi j'y crois pas? Deuxième partie, c'est la partie optimiste. Alors, qu'est-ce que ça serait une économie effectivement compatible avec l'écologie? Alors c'est là que j'ai parlé un peu des low-tech, les low-tech n'étant qu'un pied de nez au high-tech, hein, c'est-à-dire que en gros, plus on est haute technologie, plus on est électronique, plus on est avec des matériaux compliqués, plus ça sent mauvais en recyclage, et donc plus je risque de gâcher mes ressources avec des cas ultimes qui sont les nanotechnologies, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est une démarche. C'est un peu comme vous. Hein, j'ai pas la science infuse, hein, loin de là. Donc, c'est une démarche qui se pose des questions sur finalement qu'est-ce que je produis, pourquoi je produis, qu'est-ce que je produis, comment je produis. Alors, pourquoi je produis? C'est la question de la sobriété. Donc, c'est effectivement de se dire à chaque fois que je peux ne pas produire un déchet, je le produis pas. Hein, c'est le plus simple. Je produis pas l'objet. Alors, donc là, c'était mon fameux pull pour éviter le grand programme de rénovation thermique du bâtiment qui prendra un siècle au rythme actuel, voire plus, et puis qui permettra pas d'isoler de toute façon l'ensemble du bâtiment. C'est effectivement d'enfourcher son vélo et pas prendre la voiture. Alors c'est pas possible tout de suite, mais il y a plein de choses. Là aussi, il y a des innovations intelligentes. Hein. Je veux dire, il y a des vélos couchés, il y a des choses qui s'inventent qui permettent de faire des dizaines de kilomètres sans avoir les difficultés qu'on peut avoir. Il y a des vélos à assistance électrique. Je tolère le vélo à assistance électrique s'il remplace une voiture, bon, etc. Alors là, bon, l'eau en bouteille, je veux dire, c'est un cas un peu. Moi, j'attends Bordeaux, première ville qui bannit l'eau en bouteille sur son territoire, quoi. Décret municipal, à la San Francisco, allez hop, on se lance. Et puis, je compte sur moi pour pousser la SNCF si j'y arrive à bannir l'eau en bouteille dans le train et dans les gares, mais c'est pas gagné parce qu'ils font du business avec Relais H et tout ça, donc ils vont pas être contents. Mais voilà, c'est effectivement, je pense qu'il y a des ruptures à essayer d'aller chercher. Donc moi, je cite souvent des exemples comme, voilà, on installe de l'éolien, on a des grands programmes d'éolien offshore, c'est génial, on passe des appels d'offres et tout. Bon, c'est quand même des produits coûteux, compliqués. Et en même temps, qu'est-ce qu'on fait? On égrène les panneaux les rues de panneaux de pub énergivores. On installe des panneaux des écrans plats dans les bureaux de poste, dans tous les magasins, dans tous les lieux publics. Et voilà. Donc on n'arrive pas à installer des énergies renouvelables à la vitesse où déjà on développe notre consommation d'électricité spécifique. Alors ensuite, une fois qu'on a fait le plus de sobriété possible, il y a la question évidemment de la conception. Donc là, effectivement, je pense que bon, en gros, c'est de l'éco-conception, c'est de l'innovation orientée vers l'économie de ressources, c'est-à-dire pas forcément de l'innovation bankable version le bikini connecté de tout à l'heure. Donc c'est de se dire, on fait de l'éco-conception qui économise le plus possible les ressources, mais surtout qui gère le recyclage, qui donne des produits durables, quitte à travailler un peu sur le cahier des charges, quitte à travailler sur la fonctionnalité, quitte à accepter un peu d'intermittence peut-être dans un certain nombre de cas, par exemple de l'énergie renouvelable pour éviter du stockage, des choses comme ça. Donc là, bon, y a plein de choses à raconter là-dessus, mais je pense que l'expérience ici de Darwin, il y a des trucs intéressants sur la réutilisation des matériaux, sur le rapport aux matériaux, sur tout ça.
Bon, et puis le dernier point, c'est comment je produis, c'est-à-dire d'aller vers, d'essayer de sortir de ce mode un petit peu, on va dire peu résilient, hein, où on a une Chine usine du monde, en gros, enfin une Chine ou une Inde demain usine du monde avec une concentration de production absolument hallucinante, hein, c'est-à-dire des giga-usines avec des effets d'échelle incroyables qui vous sortent tous les boutons pression, toutes les fermetures éclairs, tous les sèche-cheveux de la planète. Et puis à côté de ça, nous, on est là avec plus grand-chose. Il faut faire réémerger des éco-industries locales. J'aime bien ce terme qui n'est pas de moi. Donc des industries un peu à l'échelle de l'homme, à l'échelle des territoires. Hein. On a été trop loin. On a été trop loin dans l'application des avantages comparatifs de Ricardo et l'abaissement du système, disons, de régulation entre les territoires, les barrières douanières pour ne pas les citer. La conteneurisation hein, qui démarre dans les années 50 et qui explose à partir des années 80, et puis le prix du pétrole, les deux ensemble font qu'on atteint un pattern, un schéma de production mondial qui est absolument délirant. Et il faut absolument reterritorialiser une partie de notre production. Alors pas tout, hein, il faut continuer à faire du commerce au loin. Il y a des choses que l'huile d'olive, ça pousse pas à Dunkerque, enfin pas encore, malheureusement, peut-être bientôt. Mais c'est normal qu'on échange des choses, mais pourquoi est-ce qu'on échange des chaussures? Pourquoi est-ce qu'on échange des produits du quotidien? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'importer de milliers de kilomètres nos objets du quotidien? Voilà. J'en suis où? Ah oui, alors j'avais des trucs, j'avais des citations du pape François que j'ai complètement zappé. Alors je tente. J'en avais une qui était pas mal. Non. Excusez-moi. Ah oui, la sobriété, ouais. Alors, sur la sobriété, le pape François, quand même, l'humanité est appelée à prendre note de la nécessité des changements de mode de vie et dans les méthodes de production et de consommation pour lutter contre le réchauffement, ou au moins les causes humaines qui le produisent et l'accentuent. Donc il faut prendre acte de la nécessité du changement de nos modes de vie. C'est nouveau, hein, je veux dire, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Voilà, donc alors Darwin dans tout ça, tu voulais quand même un petit bon point, mauvais point, non, pour lancer le débat. Alors à la volée, je l'avais pas prévu celui-là. Les toilettes sèches. Parce que ce que je trouve, enfin, moi il y a des choses que je trouve intéressantes ici. Il y en a une, c'est l'aspect de mise en réseau, je dirais. C'est le fait que tous ces gens-là, je pense, qui appartiennent à toutes ces structures différentes, bah, ils discutent, ils partagent, il y a des pratiques. Donc je veux dire, les toilettes sèches, voilà bien un truc qui est pas sympa. J'en ai pas à la maison, hein. Qui a pas l'air sympa comme ça, puis il paraît que quand on le pratique, finalement, c'est pas mal. Donc pourquoi pas avoir en parallèle, parce que ça, c'est la question des retours des nutriments à la terre, hein, donc ce qu'on fait bien avec le compostage, mais qu'on ne fait pas avec disons, nos excréments, alors que ça contient phosphate, potasse, enfin je rentre pas dans les détails, mais qui permettent de revenir. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre alors, je commence par les points, on est français, hein, donc je commence par les mauvais points ou par les bons points, je sais pas. Je fais à l'américaine, je dis yes, donc les trucs super bien. Non, c'est quand même une belle expérience de réutilisation de bâtiments. Et donc, on parlait tout à l'heure d'artificialisation des sols. Donc, lutter contre l'artificialisation des sols, c'est savoir réutiliser, c'est savoir réhabiliter, même si c'est plus compliqué, même si c'est peut-être plus cher que de construire du neuf et d'asphalter des territoires qui ne sont pas aujourd'hui. C'est une certaine cohérence sur la sobriété, sur le réemploi. Mention spéciale à l'atelier d'upcycling de vélo. Je dis pas ça parce que mon vélo a besoin d'un petit coup de révision, hein, et il attend dehors, mais voilà, c'est des choses. Ben, voilà, on lutte contre la dégradation d'usage en recyclage, c'est-à-dire au lieu d'aller faire railler un vélo, on va récupérer des pièces, on répare. Je trouve que c'est des choses vraiment intéressantes. Alors dans les petits plus, dans les petits moins, je trouve que la carte du resto est bio, mais encore un peu trop carnivore pour être plus végétarienne. De mémoire, il y a le burger et le phare, le produit phare. L'eau en bouteille, tu vois, je l'avais noté. Je découvre les ascenseurs, alors qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'étages. Moi, je bannirais l'ascenseur parce que... Non, je plaisante. Voilà. Alors, les pièges à éviter pour le futur. Alors, vous n'avez pas encore le Fab Lab avec toutes les imprimantes 3D et bientôt là. Hein. Vous n'avez pas non plus la paillasse pour faire de la biologie de synthèse de garage, si. Bientôt, aïe. Donc, nous en reparlerons. Voilà. Attention au choix des technologies en énergie renouvelable et en matériaux. Bon, et puis alors pour aller plus loin, qu'est-ce que j'avais noté? Alors à quand l'atelier de fabrication de cosmétiques naturels, de savons sans huile de palme, enfin voilà, des produits qui peuvent être absolument fabriqués localement
avec un vrai contenu, un truc direct. Bon, alors à quand le truc? Je cherche toujours mon savon sans huile de palme, et c'est de plus en plus dur à trouver. Hein? Ouais. Oui, oui, non, non, mais très probablement. Mais le problème, c'est que maintenant, il faut faire très attention parce que le melon charentais arrive de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, le savon d'Alep, je regarderai à 2 fois sur l'étiquette ce qu'il y a dedans. Parce qu'effectivement, souvent, même s'il y a écrit à l'huile d'amande douce derrière, hein, sodium palmate, faut faire très attention maintenant. Euh, la réglementation sur ce truc n'est pas aussi protégée et précise que la réglementation, par exemple, sur le bio ou des choses comme ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre? À quand des ateliers pédagogiques, des accueils d'école, des exemples, des trucs sur la matérialité de notre monde, hein. Je veux dire, ce dont on souffre, c'est de se dire que notre monde est dématérialisé. J'appuie sur un bouton, ça arrive par Amazon, par un truc. Mais non, derrière, il y a des mètres carrés artificialisés, il y a des gens qui travaillent ou des robots, et derrière ces robots, il y a des machines qui les fabriquent, etc. Et donc, on meurt je pense, de notre incapacité à appréhender le monde matériel tel qu'il est. Donc, je pense qu'il y a peut-être des choses à faire là-dessus. Et puis, j'avais noté réplication, déploiement, essaimage, mais je trouve ça, l'exemple des déchets sur les restaurants bordelais est une excellente nouvelle en gestation. Voilà, je vous propose d'en rester là un premier temps, et puis si vous voulez garder une large place à l'échange, pas de problème. Bon, moi je ne vais pas réagir aux questions concernant Darwin, je pourrais le faire parce que à chaque fois il y a une réflexion en tout cas derrière les points que tu soulèves. J'imagine que vous avez des réactions dans la salle par rapport à ce discours qui se veut un peu provocateur. Oui, un petit peu, mais pas que. On le ressent bien, même si on voit aussi chacun dans nos quotidiens à quel point enfin moi je trouve il tape juste, mais c'est vrai qu'il est en train de grignoter un imaginaire qu'on a construit depuis tant d'années autour de la croissance, autour du bien-être matériel, autour de la tendance constante à améliorer son mode de vie, qui aujourd'hui rend difficile ce qui est perçu comme un retour en arrière, c'est-à-dire réduire son confort. Parce que finalement, au bout du compte, c'est toujours un peu question de ça. Mettre un pull, tu disais un peu rapidement, je ne sais pas si on l'a compris, mais plutôt d'en mettre un pull dans les locaux plutôt que d'augmenter le thermostat de 2 degrés. Oui, moi ça me paraît assez logique, mais pour essayer de le faire vivre ici aux Darwiniens, et je n'incrimine personne, c'est un enfer absolu, quoi. Donc voilà, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, comme le fait de lâcher sa bagnole, qui est absolument le crime de lèse-majesté, qui parfois se justifie par tout un tas de raisons, transport des gamins et tout, mais qui dans bien des cas, c'est juste une habitude et un confort auquel on ne souhaite pas renoncer. Donc souvent c'est ça, et c'est notre mode de vie occidental dont tu dénonces l'iniquité, enfin je veux dire le fait qu'il n'est en tout cas pas durable au regard des standards mondiaux, hein, parce que on parle bien aussi d'un mode de vie occidental qui tente à se propager à la Terre entière. Voilà, c'est bien ça les questions que tu poses. C'est aussi la question de la décroissance, c'est un terme qui m'est cher. Peut-être des sujets de débat qu'on peut aborder maintenant à partir de vos réactions. Tu disais, Étienne, tu as déjà levé la main. Oui, oui. On va peut-être se passer le micro si vous parlez suffisamment fort, sinon je... Bon, je vais essayer de parler fort, ça va aller comme ça. Ouais. Donc avant la conférence, j'ai lu avec intérêt les articles sur les travaux de Philippe sur Internet. Et en fait, j'ai du mal à renoncer à cette idée que l'énergie peut devenir hyper abondante dans le futur. En fait, moi j'ai l'impression que cette histoire des combustibles fossiles, c'est comme une parenthèse qui nous a masqué les énergies qui sont hyper abondantes, qui sont à la base de l'énergie solaire en fait. Soit directement solaire, soit le vent, soit les marées, qui sont finalement des énergies produites indirectement par le soleil. Donc je comprends bien ton idée de dire, bah non, la photovoltaïque, tout ça, c'est un piège, c'est extrêmement consommateur en métaux rares, et c'est impossible de penser. C'est vrai que l'énergie solaire directe est hyper abondante, on ne peut pas la capter avec des panneaux photovoltaïques. Ça, je comprends bien. Mais est-ce que pour autant, on peut pas se dire que capter l'énergie du vent, l'énergie marine, etc., est-ce que si on ne met pas le paquet là-dessus avec des techniques qui sont finalement assez low-tech, des hélices qui tournent et qui génèrent du courant et des alternateurs, est-ce que tout ça, ça consomme finalement très peu de métal? Et est-ce que ça ne peut pas permettre une situation où l'énergie sera hyper abondante pour tous? Ok.
Tu viens pas de La Rochelle? Non, 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 parce que je me fais enfin, sur cet argumentaire-là, je me fais quasiment insulter parce que c'est vrai que ça touche enfin, il y a des écologistes convaincus et qui poussent sur les énergies renouvelables dans un monde où aujourd'hui les subventions nucléaires et aux énergies fossiles sont énormes et qui sont un peu frustrés de ce discours de dire attention, il y a aussi un sujet avec les énergies renouvelables. Donc entendons-nous bien. Moi, je suis plutôt pour les énergies renouvelables. Après, il y a des technologies que je préfère par rapport à d'autres parce qu'elles sont plus ou moins consommatrices de métaux rares. Donc, par exemple, dans les panneaux photovoltaïques, il y a des panneaux photovoltaïques plutôt silicium, pour pas le citer, 27% de la croûte terrestre, ça va. Puis il y a des panneaux photovoltaïques qui contiennent au contraire des petites poutres de perlimpinpin bizarres, du gallium, du sélénium, de l'indium. Ceux-là, même s'ils ont un meilleur rendement, c'est-à-dire qu'ils convertissent plus d'énergie solaire par mètre carré, il faut mieux les éviter parce que là, si je voulais vraiment déployer ces technologies-là, il y aura de toute manière pas assez de ces métaux rares. D'accord? Donc, il y a des trucs mieux que d'autres. Ensuite, moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des énergies renouvelables. Bien sûr qu'il faut faire des énergies renouvelables. Ce que je conteste, c'est le fait que ça puisse atteindre effectivement le niveau d'énergie que nous consommons actuellement par un standard occidental, tout en ayant les mêmes fonctionnalités, c'est-à-dire pas d'intermittence, etc. C'est j'appuie, ça s'allume, hein, que ça soit un moteur de 3 MW ou les nouveaux projecteurs du Stade Bordelais ou la lumière chez moi, d'accord? Parce que pour faire ça, il faut faire un déploiement absolument hallucinant d'un macrosystème technique, d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques, de systèmes de stockage, etc. Tous ces trucs-là, ça consomme effectivement des métaux. Il ne faut pas juste regarder le panneau solaire, même s'il est au silicium. Déjà à l'intérieur, souvent, il y a des contacteurs en argent ou en cuivre. Il y a des trucs un peu bizarres. Mais en plus, derrière, il y a des onduleurs, il y a des trucs pour redresser le courant ou pour le rendre alternatif, au contraire. Hein, ok. Et puis après, il y a encore plein de choses. Les smart grids aussi, tout ça, ça va être des cartes électroniques. Enfin, ce nom est très méchant. Et que pour faire tout ça, ça demande un effort de déploiement industriel déjà assez énorme. Parce que si vous convertissez le carré, hein, c'est toujours on trouve sur Internet, on fait un carré de X centaines de kilomètres par X centaines de kilomètres dans le Sahara, ça fait l'ensemble de l'énergie mondiale, certes. Mais quand on multiplie des kilomètres par des kilomètres pour faire des kilomètres carrés et qu'on convertit ça en mètres carrés, ça fait des siècles de production. Alors on peut évidemment multiplier par 10, multiplier par 100 la production, on l'a déjà fait. C'est ce que fait mon professeur de Stanford, il dit ça, j'ai déjà multiplié par 100, je vais la remultiplier par 100, puis la remultiplier par 100. Au bout d'un moment, ça devient quand même un peu compliqué, et puis ça devient un petit peu prégnant, quoi, disons, en termes d'utilisation de surface, etc. Et surtout, si je ne sais pas recycler ces produits à 100%, peut-être que j'arrive finalement dans un effort hallucinant à faire une espèce de transition pour 30-40 ans. Et les trucs, ils ont 30 ans de durée de vie. Donc 30 ans plus tard, je recommence. Puis 30 ans plus tard, je recommence. 30 ans plus tard, je recommence. Et ils font comment dans 350 ans? Donc moi, j'ai un problème moral. C'est-à-dire que moi, ça m'intéresse de faire une transition, mais vers un truc qui est durable. Durable voulant dire, c'est pas une génération de plus où ça va s'écrouler, et moi, j'y aurais échappé. Moi, c'est durable pour que ça tienne. Et pour que ça tienne dans le temps, si je suis sur un système de smart grid ultra high-tech, qui est lié du coup, qui a du coup une obsolescence, non pas programmée, mais une obsolescence technique, eh ben, ça va être très compliqué de réussir à maintenir ce truc-là. Voilà. Et que l'effort, disons, technologique, l'effort même sociétal qui est nécessaire, parce que tout ça, ça coûte de l'argent. C'est-à-dire, si j'installe les panneaux photovoltaïques, il faut que ça soit quelqu'un qui les paye, etc. Donc, cet effort-là, il faut mieux le mettre à faire une transition bien sentie dès maintenant, quelque part, pour descendre à un taux raisonnable où à la fois j'ai confort, quelque part, et durabilité, plutôt qu'essayer de maintenir le truc, faire tourner ma cage à hamster dont je parlais tout à l'heure, et puis m'écrouler 2 générations plus tard. Voilà. C'est ça, en fait, un peu mon truc. Donc, et je préfère effectivement aujourd'hui, pour gagner en CO2, je préférerais éteindre quelques trucs, on va dire ça comme ça, éteindre une ou deux usines d'aluminium parce que je consomme moins de canettes. En gros, hein, je vais faire ça simple, plutôt que d'installer, de remplacer une énergie carbonée par une énergie décarbonée. Merci pour tout cet exposé. Après, je pense qu'ici, il y a beaucoup de darwiniens qui savent que la technologie, c'est un moyen, c'est pas la solution. Voilà, les problèmes clés dans l'humain et la solution vient dans l'humain. Et ce qui m'intéressait, c'est les solutions du coup humaines. Et Jean-Marc, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui fait qu'ici, il y a quand même du changement qui a été entamé, il y a une transition
qui a bien démarré, qui fait que, voilà, même si ce restaurant il n'est pas à 100% bio, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent, et puis c'est un exemple à Bordeaux, et que c'est cool et que les gens ils ont envie de s'y mettre. Bah, c'est tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que quand on se passe de système technologique, comme on en a fait le choix, j'en ai parlé tout à l'heure en introduction, notamment sur la sobriété énergétique, on a besoin de compenser ces systèmes qu'on n'a plus et qui sont énergivores par de l'action. C'est-à-dire, je n'ai pas un thermostat qui régule l'énergie pour avoir 2 degrés de plus quand il fait froid, mais ça suppose, je prends des exemples tout simples, de prendre son pull et de le mettre. Je n'ai pas de clim ici à Darwin en été, mais malgré tout, c'est vivable. Alors aujourd'hui, c'est un peu chaud, mais je tolère un niveau de confort moindre et j'accepte de me responsabiliser sur l'ouverture de mes fenêtres à un moment donné de la journée pour faire en sorte qu'il y ait une aération naturelle. Donc ça suppose un apprentissage, une compréhension de ces petits gestes qui ne sont pas grand-chose. Et c'est cette dimension collective qu'il faut qu'on accompagne. Tu parlais de pédagogie, c'est ça. Et demain, j'aurai peut-être mes chiottes sèches, j'en rêve un peu. On en a déjà en face au Marin de la Lune, on en aura dans la ferme urbaine, on compostera nos excréments, on sera hyper content. Et franchement, je serais hyper content de le faire. Mais aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif, on y a pensé quand on a conçu Darwin, c'est impossible. Je veux dire, c'est pas possible. Il y a beaucoup de gens pour lesquels ça aurait été un repoussoir que d'être dans des locaux de bureaux où il y a des toilettes sèches. Donc à un moment donné, aussi une question économique. On s'adresse à des entreprises ici, à des gens qui travaillent dans un milieu économique avec un niveau de confort acceptable, des niveaux d'effort acceptables, et c'est sur ces choses-là qu'on joue pour progressivement induire du changement. Alors parfois c'est un peu brutal et c'est mal perçu. Pour ceux qui sont ici, le fait de fermer l'accès du site aux véhicules du jour au lendemain, sur la méthode on peut en discuter, j'y adhère pas, on a pris cette décision, elle est peut-être un peu abrupte, mais au final j'ai aussi des retours atroces que je me prends dans la gueule tous les jours, et puis d'autres qui me disent oui mais tiens j'ai pris mon vélo, tiens bah, finalement ça marche, et puis c'est sympa le site sans bagnole, et puis c'est peut-être pas si bête que ça, voilà. Donc je crois qu'à un moment donné il faut aussi se faire un peu violence, accepter une forme de contrainte, et je crois que tout l'enjeu c'est ça, c'est essayer de jouer entre la carotte et le bâton et trouver des systèmes plus low-tech, moins énergivores, moins consommateurs de ressources, et en faire accepter l'augure par le plus grand nombre. Et si on y parvient un peu ici, peut-être plus qu'ailleurs, et je mesure mes propos, hein, tout ça, c'est moins pire qu'ailleurs, à défaut d'être bien mieux, c'est aussi parce qu'il y a une esthétique de tout ça. C'est-à-dire le fait d'être dans le magasin général, par exemple bio à côté, et je maintiens que nos taux sont exceptionnels, à notre échelle, exceptionnels, je pèse mes mots, les gens ne le voient pas que c'est bio, à la limite on peut dire que c'est pas bien, mais si on le revendiquait haut et fort et dans une optique militante, dans un magasin qui sent le bio, et c'est un peu négatif ce que je dis là, voire péjoratif, mais c'est le cas de certains petits bouclards ailleurs, ben on n'attirerait pas cette clientèle qui du coup génère une demande vers des petits producteurs locaux à cette échelle. Donc voilà, c'est aussi dans l'esthétique du changement, dans le design du changement, qu'on revendique, dans le marketing du changement même, j'ose le mot, parce qu'il y a une cohérence entre le fond et la forme, qu'on essaye de faire ce shift-là, cette transition. Mais c'est sujet à caution, on peut en débattre. Mais c'est des changements culturels qu'il faut faire, des changements d'habitude et de l'acceptation de niveaux de confort moins élevés qui progressivement s'imposent d'eux-mêmes. Je rebondis sur ce que tu viens de dire et puis je vais interpeller notre visiteur du soir, que je remercie. Pour pouvoir accélérer, comme vous l'avez dit, ça va relativement lentement dans tous les changements qu'on attend et que la Terre réclame. Je pense que la communication, elle est essentielle. Tout ce que vous avez dit ce soir, j'ai rien appris parce que je suis intéressé par le sujet. Je pense que tout l'auditoire ici qui est venu est intéressé par le sujet. Donc on l'a déjà moult fois lu et entendu. Il est inquiétant, ce contenu. Donc nous, on est capable de l'absorber parce qu'on en fait nôtre. On essaie dans notre quotidien, effectivement, d'infléchir nos méthodes, dans le travail, chez nous, à domicile. Donc on est en permanence dans cette dynamique-là. Ceci dit, si on veut faire venir le plus grand nombre, infléchir le cours des choses, je pense que cette approche-là, cette forme-là,
elle est à bannir, à mon sens, c'est mon avis, et c'est un avis, il n'est pas critique et il n'est pas abominable. Il ressemble étrangement à ce qu'a fait pendant des années Hulot. Je suis un fervent admirateur du personnage. Par contre, sa forme, elle a échoué. C'est dramatique, mais c'est ainsi. Et donc, pour pouvoir infléchir le cours des choses, je pense que ça passe par des exemples positifs, des actions qui sont créatrices d'emplois, Élise, le recyclage, où là, derrière, on est dans une dynamique qui est positive pour l'environnement, qui est positive pour la société, qui est positive pour l'emploi. Et j'attends de soirées comme ça, et menées par des gens qui, effectivement, ont cette expertise, cette connaissance du sujet dans sa globalité, qui nous abreuvent de ces exemples positifs, pris aux quatre coins de France ou d'Europe, pour derrière, qu'on puisse ensuite, nous, éventuellement, en générer quelques idées de business, pourquoi pas, et avec une volonté créative, entrepreneuriale et pas financière, entendons-nous bien, pour que derrière, on puisse être nous-mêmes des porteurs de ces idées que vous auriez pu ce soir infuser à cet auditoire, qui sont 40-50 personnes qui sont prêtes et certainement désireuses de partager ces expériences positives. Alors là, il y a plein de questions dans les questions. Donc, j'ai pas tout noté parce que... Mais on va essayer de retrouver. Alors sur le catastrophisme, quelque part. Enfin, il y a même des gens avant Hulot qui ont théorisé ça. C'est notamment Jean-Pierre Dupuis, qui est quand même un ponte, si je puis dire, qui a connu Illich et tout, dans les années 70, qui parle de catastrophisme éclairé en disant il faut qu'on voit la catastrophe pour après, de manière réflexive, quelque part, agir sur nous-mêmes pour changer et l'éviter. Bon. Oui, c'est vrai que ça marche pas. Moi, je suis pas un catastrophiste, attention. Je suis pas un catastrophiste. D'ailleurs, mon livre, et c'est pour ça qu'il a été salué, il y a un quart de constat. Et là, aujourd'hui, je vous ai fait surtout le constat, parce qu'on ne peut pas démarrer en disant il faut faire des low-tech, ça veut rien dire. Enfin, je suis obligé de poser le décor. Et il y a trois quarts sur qu'est-ce qu'il faudrait plutôt essayer de faire. Mais c'est pas un catalogue de mesures, si je puis dire, et d'exemples non plus, parce que j'ai pas fait le tour de France sur ces sujets. Alors, là où on se rejoint, c'est on se rejoint sur la question de la création d'emplois. J'en ai pas trop parlé là, mais sur l'histoire des éco-industries locales, etc., je pense qu'on a un vrai sujet autour de l'emploi. L'emploi, ça a fait que démarrer. Les délocalisations n'ont fait que démarrer. Internet va venir balayer les cols blancs, comme quelque part le container a balayé les cols bleus dans les années 70, les années 80 et les années 90. La classe moyenne va être attaquée. La classe moyenne va en partie perdre son job. Alors, il y a des gens qui sont extrêmement catastrophistes. Il y a des gens qui parlent de 3 millions d'emplois perdus à horizon 2025. J'y crois pas du tout. C'est pour des raisons méthodologiques, on pourrait démonter l'étude. Mais en tout cas, il risque d'y avoir un vrai phénomène là-dessus. Sur robotisation, dronisation et délocalisation accrue. Donc, moi, ce que je propose, c'est de dire le retour de la croissance n'est pas souhaitable. La croissance ne reviendra pas. C'est pas souhaitable parce qu'on ne sait pas découpler en valeur absolue la croissance et l'émission de gaz à effet de serre, etc. Et donc il faut inventer un monde de post-croissance de plein emploi ou de décroissance de plein emploi. Si on veut faire peur, si on veut pas faire peur, on dit post-croissance de plein emploi. Quand je suis invité par des gens du CAC 40, c'est ce que je dis. Et puis ici, si on est entre nous, on peut dire de décroissance de plein emploi si vous préférez. Mais donc il y a un vrai sujet, il y a une dimension sur l'emploi, il y a une dimension sur la désirabilité, l'exemplarité. Je pense que c'est vrai. Il y a des expériences qui marchent, ça va donner envie aux autres, etc. Simplement, je voudrais juste revenir sur un point qui est la question. Pour moi, il y a 4 niveaux d'action. Il y a un niveau d'action personnel, c'est-à-dire finalement, oui, vous avez pris conscience de tel et tel sujet et vous décidez, je ne sais pas, de prendre plus votre vélo, de composter chez vous, de prendre une douche froide, de partir moins loin en vacances, j'en sais rien, de réfléchir un peu à ses achats. C'est le niveau personnel. Ce niveau personnel, il est très intéressant. C'est la révolution des consciences à la Pierre Rabhi, on va dire un peu, mais il suffira juste pas. Il suffira pas, et en plus c'est un sport de combat quotidien parce que enchâssé dans un système économique, industriel et commercial qui est ce qu'il est, si je cherche le yaourt qui va bien ou le je sais pas quoi, je le trouve pas. Il est juste pas disponible parce que je suis dans une économie poussée, pas dans une économie tirée. Donc, même si moi j'étais un consommateur en économie poussée, je m'arrache les cheveux. Enfin, je m'arrachais les cheveux. Donc, ça c'est le niveau personnel. Après, il y a le niveau, je dirais, que j'appellerais territorial.
Je pense que c'est le niveau qui est ici, c'est le niveau associatif, c'est le niveau qu'est-ce qu'on peut faire voilà, dans les territoires, des actions concrètes, etc. Quand on se met à plusieurs ensemble, alors, il y en a qui font une AMAP, il y en a d'autres qui montent un projet, il y en a c'est une ressourcerie, il y en a d'autres qui attaquent la dernière autoroute qui passe pas loin de chez eux, que sais-je. Et là, c'est une dimension qui est hyper importante, hyper intéressante, nécessaire, parce que ça crée l'exemplarité, ça montre qu'on peut faire, ça donne envie, ça donne à voir, c'est génial, bravo, continuez, mais ça suffira juste pas. Ça suffira juste pas. Parce que pendant que vous faites votre truc ici, mainstream, je bétonne mes 100 hectares à l'extérieur, les gens continuent à se ruer dans les supermarchés, toujours plus low price, low cost, ce qu'on veut que jamais, parce qu'en plus il y a la crise qui tape, etc. Donc ça suffira juste pas. Et on pourra entraîner de plus en plus de gens, mais ça sera une infime portion de gens. Je vais retrouver le pape François. Mais en regardant le monde, non c'est quoi, c'était pas ça, j'avais trouvé un truc sympa. Bon, c'est pas grave, j'avais une belle citation qui expliquait qu'en gros le monde allait devenir de plus en plus moche et de plus en plus gris. Ah oui, voilà. Mais en regardant le monde, nous remarquons que le niveau d'intervention technologique, humain, fréquemment au service des finances et du consumérisme, fait que la Terre où nous vivons devient une réalité moins riche et moins belle, toujours plus limitée et plus grise, tandis qu'en même temps le développement de la technologie et les offres de consommation continuent de progresser sans limite. Voilà. C'est ça qui va se passer, il n'y a pas de catastrophisme. C'est juste que l'invasion des bikinis, des drones, des machins, va rendre tout ça de plus en plus moche, de plus en plus gris, de plus en plus difficile pour de plus en plus de monde. Pas forcément ici d'ailleurs, parce que les ressources, c'est à l'autre bout de la planète qu'elles sont sorties. Les usines qui sortent de terre, c'est pas ici qu'elles sortent. Voilà. Donc, ce niveau territorial, il ne suffira pas. Après, on peut sauter d'un cran au 4e niveau, qui est le niveau international. C'est le rendez-vous de la COP 21, c'est de dire il faut une organisation mondiale de l'environnement, la maison brûle, etc. Il faut un truc contraignant parce qu'il faut que tous les pays y aillent ensemble. Ça ne marchera pas non plus. On sait pourquoi. Parce que voilà, on ne peut pas se mettre d'accord à 190, quel que soit même s'il y a des beaux messages du pape François et qu'il y a des urgences, il y aura un accord probablement, il n'y aura juste rien dedans, de la même manière qu'il y a une loi pour la transition énergétique dans laquelle il n'y a pas grand-chose. Et puis après, il reste un niveau entre les deux, c'est le niveau étatique, on pourrait dire, enfin, qui a encore un pouvoir, qui a encore une puissance, quoi qu'on en dise. Elle a rendu beaucoup de choses à l'Europe, elle a rendu beaucoup de choses ces dernières décennies pour différentes raisons, mais il reste la puissance d'achat. Je veux dire, si toutes les cantines sont bio, que toutes les cantines d'école sont bio et dans tous les bâtiments de fonctionnaires, etc., que je décrète que ça sera bio au 1er janvier 2017, ça va booster la filière bio d'une manière ou d'une autre. Donc il y a la puissance d'achat, il y a la puissance réglementaire, la puissance normative, la puissance fiscale. Que notre problème, il est fiscal. Et le fait que je mets trop sur le coût du travail, pas assez sur le coût de la ressource primaire, par exemple. Ce qui fait que c'est plus sympa de broyer. Enfin, il faut pour que ça tienne économiquement, quand je vais envoyer mes trucs, je vais broyer mes produits électroniques, puis après je vais essayer de récupérer un peu les métaux ferreux par aimantation, puis un peu de plastique qui flotte et 2-3 trucs comme ça. Parce que c'est trop cher de mettre quelqu'un qui a tournevis pour dévisser et démonter. C'est ça la réalité du truc. Donc si on n'a pas à un moment, si on n'arrive pas à convaincre d'une manière ou d'une autre les gens qui tiennent ces décisions-là, je veux dire, fiscal, c'est pas l'Europe, fiscal, ça se passe chez nous. Réglementaire, ça se passe en partie en Europe, ça se passe voilà, on pourra faire plein de choses ici, ça donnera à voir, ça préparera peut-être le monde de demain, ça préparera des expérimentations futures, c'est sympa, mais ça ne sauvera pas la planète, faut se rassurer. C'est peut-être frustrant, ma réponse, parce que, la véritable question, elle est j'ai pas des exemples. Elle n'est pas abordée, c'est comment fait-on pour réfléchir sur le cours des choses. Voilà, c'est ça que je pense qu'on a capacité à. Je crois qu'il a un peu dit dans ces différents niveaux, si je peux faire un peu ton avocat. En tout cas, je te rejoins sur un point, c'est qu'effectivement, il faut du courage politique pour imposer, à un moment donné, je pense, une réglementation, des normes, une fiscalité qui encourage des comportements vertueux. Je prends toujours mon cas du transport aérien qu'on encourage avec un certain nombre d'une fiscalité favorable, là où il faudrait faire rigoureusement l'inverse, au regard des enjeux climatiques.
Ça, c'est un cas extrêmement simple à comprendre. Le kérosène de l'avion n'est pas taxé, le taux de TVA de l'avion est moindre. On subventionne parfois dans les territoires des aérogares low cost. Est-ce que c'est pas absolument tout l'inverse qu'il faudrait faire? Voilà, ben ça se prend des décisions au niveau national, mais après en infusion dans les strates administratives. Et là où je rejoins effectivement Philippe, malheureusement, c'est que tous ces cas positifs, heureusement, ils émergent dans les territoires, voire au niveau individuel, et cette prise de conscience, elle est réelle, et elle est contagieuse, et c'est super. Malheureusement, c'est encore trop souvent les mêmes cas qu'on cite. Ici à Bordeaux, ça fait 15 ans qu'on bosse, certains d'entre nous, sur ces sujets. Ben, on n'est pas beaucoup plus nombreux aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Et quand on parle d'économie de fonctionnalité, on va nous ressortir le cas de Rank Xerox, le cas de Michelin qui rechappe les pneus, mais que pour les camions. Et puis des moquettes interface. Voilà, il y a 3 cas, et c'est toujours les mêmes depuis 20 ans. Et pour l'écologie industrielle, on va nous relâcher Kalundborg au Danemark avec Voilà, ça, tout le monde fait son pèlerinage à Kalundborg et Zococartier à Fribourg. Bon, il y a peut-être matière à accélérer et inciter davantage. Bon, voilà. C'est pas pour avoir un discours catastrophiste, mais je pense que ce discours catastrophiste, il a une vertu, c'est celle de la lucidité. Et je pense que se bercer d'illusions sur un monde de bisounours où tout le monde aurait compris dans une grande communauté de destin où on se donne tous la main pour y aller en chantant, ça relève du pur fantasme et qu'aujourd'hui c'est des rapports de force. Il y en a qui ont intérêt à faire perdurer un système qui est celui que tu décris et qui nous mène droit au mur. Et puis il y a une certaine forme de résistance, de citoyenneté, d'expérimentation qui émerge ici ou ailleurs, et c'est tant mieux, et dont on n'est pas encore sûr qu'elle puisse, loin de là, faire contrebalancer l'inertie de l'autre système. Mais effectivement, il faut multiplier tout ça, mais c'est pas gagné. Vous voyez ce que c'est que le mégajoule? la fusion. Ça fait 40 ans que je manipule les technologies. Alors, j'ai trois questions. Une qui vient d'être abordée, parce que je me semble que votre discours ne peut pas être dissocié des impacts sociaux, y compris celui de Jean-Marc d'ailleurs, parce que, bien entendu, quand on est ici, c'est bien pour prendre le vélo quand on habite au centre de Bordeaux, mais quand on travaille comme moi à Pessac-Bersol et qu'on a été exclu du centre de Bordeaux pour aller habiter le Barp, c'est bien un peu plus compliqué. Donc il y a des problèmes sociaux très importants qui se posent. Si demain, effectivement, on va vers une économie, entre guillemets, de la décroissance, passant par les phases de partage et tout ça, il va y avoir des conséquences inévitables sur les travailleurs qui ont un certain âge aujourd'hui, qui n'ont pas forcément muté dans leur tête sur un certain nombre de choses. Je pense entre autres à l'industrie automobile. La technologie, ça sert par contre. Mais même au-delà de ça, je me posais des questions concernant, quand même, on est 7 milliards d'humains. Moi, quand je suis né, il y a un certain nombre d'années, on était moins de 2 fois moins. Donc, quelque part, je me dis que c'est pas très étonnant que les ressources soient consommées de façon importante. Je me souviens de l'exposition universelle de Shanghai. C'était intéressant parce que quand on avait visité le truc de la Chine, hein, c'était intéressant. Vous étiez accueillis dans une salle où on était compressé comme c'était pas possible. Il y avait marqué Vision, la vision. Et donc tout le monde s'est été intrigué par ça. Et quand vous rentriez dans la salle, on vous disait, écoutez, vous les Occidentaux, vous êtes en train de nous raconter des histoires sur l'écologie, le machin, etc. Mais nous, on a 700 millions de pauvres là qui crèvent la dalle. Il faut qu'on s'en occupe dans les 30 prochaines années. Donc, on fait des autoroutes pour les amener là où il faut travailler. On va développer des usines pour filer à bouffer, etc. Donc, on a des problématiques globales comme ça au niveau international qui sont éminemment complexes et auxquelles il faut répondre, non pas pour dire qu'il ne faut pas faire ce que vous dites, mais parce que si on ne répond pas à ces sujets-là, ce que vous dites ne pourra pas se faire non plus. Je pense qu'on est bien d'accord là-dessus. Bon, la troisième chose, c'est par rapport à la technologie. Oui, je comprends bien que si on reste au niveau technologique qu'on est et que la consommation des iPhones augmente, on va consommer de plus en plus de matière. Sauf que les ordinateurs que je construisais il y a 40 ans, c'est pas du tout les mêmes que maintenant. Ce que vous avez dans votre iPhone en poids, matériaux relatifs à l'efficacité
de l'objet lui-même, mais aussi de sa consommation énergétique, l'efficacité a grandement augmenté et la consommation d'énergie par appareil a quand même considérablement baissé. On pourrait imaginer également, aujourd'hui, vous avez des travaux qui se font sur des nouveaux matériaux qui ont des capacités de stockage de chaleur très très importantes, avec des durées de vie très très importantes, c'est-à-dire il y a très peu de dissipation extérieure, et qui permettent dans certains pays aujourd'hui de stocker simplement l'énergie solaire sous forme de chaleur et de la restituer derrière à travers des centrales vapeur assez classiques. Donc il y a des travaux qui se font là-dessus. Je parlais du mégajoule tout à l'heure. Alors évidemment, il y a l'horreur du mégajoule nucléaire, etc., etc. On va pas faire un débat sur ça, je vous en supplie. Mais par contre, derrière ça, il y a aussi des travaux qui sont en train de mener sur ce qu'on pourrait appeler la compréhension d'énergie solaire pour créer des petits soleils à notre échelle. Je ne parle pas de centrales nucléaires, là on est bien d'accord. Je parle de créer des petits soleils, d'accord? Et certains rêvent effectivement demain d'avoir dans chaque voiture un petit soleil qui nous permettrait de rouler ad vitam aeternam, comme disait notre ami tout à l'heure, avec une énergie quasi infinie. Ce que je veux dire par là, c'est que, vous savez, quand je construis des scanners aujourd'hui, je construis des scanners de livres. Et donc, il y a 5-6 ans, je disais à mes ouvriers, vous êtes en train de fabriquer des scanners. Donc une mécanique, de l'électronique, des caméras et tout ça. Et puis récemment, on a un peu changé de discours parce que quand même, quand on scanne un livre, quelque part, on amène de la connaissance. Je pense que les gens sont bien contents aujourd'hui de pouvoir aller sur Gallica, la BNF, et puis aller voir des vieux ouvrages, etc. Donc tout ça n'est pas aussi simple. Et ma question ultime, ça serait celle-là. Qu'est-ce que vous appelleriez une technologie utile ? Alors, je commence avec le laser mégajoule et les technologies. Non, mais l'utopie techno-scientifique à la vie rude. Je veux dire, si vous relisez des magazines des années 50, les grippins allaient être nucléaires. Si vous regardez le navet, quel Retour vers le futur 2, il y a des années 80 qui se projette en octobre 2015, vous avez les voitures volantes. Et la semaine dernière, j'ai acheté une revue qui s'appelle Oui Demain, qui est très techno-scientifique aussi, et ils disent qu'en 2040, il y aura des voitures volantes. Bon, ça me fait quand même doucement rire. C'est-à-dire que l'histoire de la fusion et des mini-soleils, enfin, on ne rentre pas dans le débat, mais il y a plein de raisons pour lesquelles, notamment le fait que les matériaux autour se font bombarder de quelques trucs quand même, qui fait qu'on a des objets qui sont ensuite difficilement recyclables en boîte de conserve probablement, et que leur généralisation à l'échelle planétaire et pour des siècles et des millénaires poserait probablement des grands problèmes de ressources d'une manière ou d'une autre. Mais oui, il y a de l'efficacité matière, oui, il y a de l'efficacité de consommation, enfin, et même d'ailleurs dans les data centers que je dénonce en disant les big data, ça veut dire... Là, il y a des logiciels, des co-conceptions, etc., de partage et tout, qui abaissent dramatiquement chaque année la quantité. Sauf qu'il y a un effet rebond gigantesque. Il y a un effet rebond gigantesque. Et que les courbes ont montré que jusqu'à présent, à chaque fois que j'abattais un peu la consommation, soit de matière, soit d'énergie, de toute manière, l'effet rebond faisait que je consommais en valeur absolue plus l'année d'après. Après, ça va peut-être changer. Peut-être qu'on est en train de vivre le moment. C'est formidable. Juin 2015, ça y est, ça va changer. Mais on a juste un track record de 2 siècles et demi, ou même de 2 millénaires, enfin, on peut mettre le curseur où on veut, où il y a toujours eu cet effet rebond. Donc moi, et qui plus est, si le poids a baissé, et le fait que le poids baisse a changé les caractéristiques techniques, sans rentrer dans le détail, par exemple, vos ordinateurs d'il y a 40 ans, les condensateurs étaient à l'aluminium, et le fait de faire des tout petits condensateurs maintenant, parce qu'il faut les intégrer dans un iPhone, il faut qu'ils soient au tantal, et voilà, on va le chercher à d'autres endroits avec d'autres problématiques environnementales. Donc moi, voilà. Mais on peut toujours se dire qu'on est à fond devant la falaise et qu'on va inventer les ailes dans la voiture de James Dean avant qu'on tombe. Oui, on peut toujours se dire qu'on trouvera une solution. Moi, je pense qu'effectivement, on est toujours rattrapé. Toutes choses égales par ailleurs, il peut y avoir des solutions qui semblent intéressantes, oui, mais on est toujours rattrapé au point de vue systémique. D'une manière ou d'une autre, on est rattrapé par de la consommation de ressources ailleurs, par une conséquence... Enfin, Laurent, tu raconteras ton histoire de centrale à concentration solaire, c'est génial. Enfin, il y a des trucs où il se passe des choses... voilà, il y a des conséquences quasiment météorologiques quand on concentre trop la chaleur justement dans les déserts, etc. Donc, on est toujours rattrapé par un facteur, et un des facteurs notamment, c'est la capacité de déploiement industriel. Donc, effectivement... Je peux pas vous convaincre. Si je vous ai pas déjà convaincu, je vous convaincrai pas, parce que
il faut se donner rendez-vous en 2040 et regarder ce que étaient les promesses d'aujourd'hui et voir lesquelles auront été tenues. Sur l'impact social, évidemment. C'est-à-dire que l'impact social, oui, il y a sans doute, me donnez pas le pouvoir parce que il y a des trucs qui vont fermer hein, sous le gouvernement BioX, c'est sûr. Il y a des trucs qui vont fermer. Et donc il y a la question de qu'est-ce qui se passe pour les gens qui sont laissés sur le carreau. Alors à ça, il y a plusieurs réponses. La première, c'est qu'il y a déjà des trucs qui ferment. C'est-à-dire la destruction créatrice schumpeterienne, on se la mange depuis, pareil, quelques décennies, et l'histoire a une furieuse tendance à accélérer là aussi, et donc il y a déjà de la destruction d'emplois. Je veux dire, malheureusement, le scénario de statu quo de se dire je m'insère dans la compétition mondiale à coût de valeur ajoutée parce que je vais plus produire que des concepteurs de robots et puis des data miners sur Internet, pendant que les autres fabriqueront les chaussons et les chemises. À un moment, ça a probablement des limites parce que les autres, ils commencent à savoir faire data miner aussi, des Airbus et des TGV, ils les font même mieux que nous. Et donc les tombereaux d'ingénieurs indonésiens, chinois, indiens, ils sont déjà là. Donc on va juste se faire bouffer. Donc le statu quo, de toute manière, sur l'emploi, il n'est pas très sympa non plus. Alors que ce sujet de, quelque part, low-tech, industrie locale, etc., protégé intelligemment, effectivement, par des aspects normatifs ou des aspects de préférence d'achat public ou autre, c'est créateur d'emplois. Parce que oui, je vais détruire les emplois dans l'automobile, mais je vais en créer dans la réparation, je vais en créer dans l'agriculture. On a confondu rendement et productivité dans l'agriculture. Donc aujourd'hui, j'ai des gens j'ai de moins en moins de gens pour exploiter de plus en plus d'hectares. Et les SAFER sont là pour continuer à regrouper les trucs. Ah, vous faites pas 200 hectares, mais monsieur, vous allez vous faire bouffer. Mais je veux dire, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut revenir à de la polyculture, à des trucs plus petits. Il y a des je pèse mes mots, des millions d'emplois à créer. 1 ou 2 millions d'emplois rien que sur l'agriculture. Il faut rééquilibrer ça. On n'a pas assez de gens, et là aussi, comme dans l'histoire du tournevis tout à l'heure en recyclage, qui fait que je broie bêtement et que je perds le truc, on a des trucs à faire dans l'agriculture qui permettraient de réduire les intrants, des trucs riches en main-d'œuvre, où on peut même améliorer les rendements surfaciques. Le maraîchage bio-intensif, qui demande plus de main-d'œuvre, produit plus à l'hectare que du maraîchage conventionnel. Pour une raison très simple, c'est par exemple, vous allez planter, je prends une image pour vous donner un exemple, vous allez planter les rangs de carottes plus près les uns des autres, parce que vous n'avez pas besoin de passer le motoculteur au milieu. Voilà. Donc vous allez augmenter le rendement. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est de rendement. C'est pas de productivité. On n'a pas besoin de tuer du travail, on a besoin, au contraire, de donner du travail. Donc, le bilan, disons, alors j'ai pas fait tourner les logiciels macroéconomiques de Bercy, quoi. Là, j'ai autre chose à faire, et puis j'ai pas la licence. Sur le bilan, disons, que de destruction ou création d'emplois, et puis il y a tous les effets pervers, rebonds, etc., qui sont difficiles qui sont systémiques et difficiles à simuler, par définition. Mais je veux dire, c'est pas du tout sûr que ça serait au désavantage des low-tech, loin de là. Et puis on a plein de leviers à notre capacité. On a le partage du temps de travail. C'est plus facile de partager du temps de travail en low-tech qu'en high-tech. Parce que je suis moins spécialisé, je suis plus polyvalent. Donc c'est plus facile de partager du travail. On a le niveau de mécanisation. C'est un peu exagéré de dire ça, mais vous savez, Keynes, qui était un peu provocateur, il disait mettez des gens à creuser des trous et d'autres à les reboucher et je vous relance l'économie. Non, je peux mettre 30 personnes à creuser une tranchée ou mettre un tractopelle. À un moment, c'est un choix de société. Alors, je vais pas commencer. Je pense qu'il ne faut pas commencer par ça, parce qu'évidemment, on ne va pas démécaniser des choses qui sont pénibles. C'est la première mécanisation, c'est quelque part pour la pénibilité. Mais par contre, quand on remplace aujourd'hui les métiers d'accueil par des machines, quand on remplace les travailleurs par des robots, quand on remplace demain des agriculteurs par des drones, on peut se poser la question peut-être avant d'appuyer à fond sur l'accélérateur. Donc voilà, le bilan, je pense, est plutôt en ma faveur. Alors démographie, tu as vu, le point Godwin a été atteint. Enfin le point BioX, pardon, parce que j'avais la dernière fois que j'étais intervenu ici, j'avais dit il y a finalement toujours quelqu'un qui met sur la table la question de la démographie, mais vous avez absolument raison, qui est le gros tabou, quoi. Alors la dernière fois, j'ai été senti avec un pied de nez, mais là, je vais faire un peu mieux. Évidemment que c'est un paramètre très important. Évidemment. Parce que je multiplie 2 facteurs, enfin, c'est l'équation de Kaya, quelque part. Donc, la réponse à ça, c'est que, effectivement, à un moment, il faudrait traiter ce tabou-là, y compris chez nous, parce que, je veux dire, on est plutôt aujourd'hui dans une incitation encore à la natalité pour différentes raisons. Hier, c'était pour faire de la viande à trancher, et puis aujourd'hui c'est pour faire croître le PIB quelque part, parce que
Et les enfants, c'est quand même bon pour le PIB. Si déjà qu'on est avec un PIB un peu souffreteux à 0,3, 0,5% par an, alors que la population croît de 0,3% par an, si elle croissait de 0, je descendrais d'autant. Donc, puis les tabous religieux, enfin, il y a plein de choses. Donc oui, déjà, oui, il faudrait regarder un peu. Ensuite, sur la question de dire oui, finalement, c'est quand même un peu les Chinois qui nous mettent le bazar. On pourrait dire ça un peu. Enfin, disons l'argumentaire numériquement vaut et revient. Quand on voit par exemple l'effet d'abord de l'urbanisation de la Chine et aujourd'hui maintenant de la motorisation de la Chine, l'explosion sur la consommation de ressources est juste effectivement hallucinant. Alors ils savent, hein, je pense que le mode de vie américain est pas tout ça, c'est l'histoire à un moment donné, quand il va falloir partager le gâteau, quel est mon poids autour de la table. Mais mon sentiment, c'est qu'au lieu de se dire il faut qu'on se mette tous d'accord, parce que finalement, si moi je fais des efforts en France, en région Aquitaine, je sais pas quoi, bon, de toute façon, tout ça est annihilé de l'autre côté, à quoi bon? Moi, au contraire, je pense beaucoup à l'exemplarité internationale. C'est-à-dire que comment convaincre les Chinois de se limiter, si je puis dire, si moi je donne pas l'exemple et que je renonce pas à ma grosse berline, quoi. Donc, au contraire, le fait d'être capable d'y aller, de montrer qu'il y a un autre modèle possible, riche en emplois, pauvre en ressources, si je puis dire, et avec un peu plus de liens et moins de biens, oui, on pourrait dire ça comme ça. Pas forcément une écologie punitive, parce que je pense qu'on a plus à gagner qu'à perdre, à travers justement l'emploi, etc. Bah, c'est un moyen de montrer qu'il y a un autre modèle, alors qu'aujourd'hui, on ne propose pas de modèle alternatif. Donc, il y a cette logique suiveuse, quoi. Pour une dernière question, parce que le temps passe et que vous avez été très patient sous cette chaleur. Une ou deux? J'en ai vu deux. Allez. Pour toi. Je vais parler de la centrale. Avant de vous dire, vous renvoyer vers la centrale à concentration, là tu m'as tendu une perche, juste sur les ordinateurs et l'effet rebond, finalement quand on regarde le bilan carbone d'un ordinateur, il y a un certain temps, quelques décennies, c'était la consommation énergétique le premier poste, aujourd'hui c'est le dernier, et le premier poste en moyenne d'un ordinateur aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, c'est plus du tout la consommation parce que c'est essentiellement du portable, donc la consommation pour la mobilité a chuté. Ce n'est même plus la fabrication qui est pourtant un poste très impactant en carbone, et ce n'est pas du tout lié au poids, mais à la quantité d'électricité, au charbon qu'il a fallu faire pour fabriquer les composants, et ce n'est pas du tout proportionnel au poids de l'objet. Le premier poste, c'est l'activité en ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en moyenne, dans le bilan carbone d'un ordinateur, le premier poste, c'est de l'activité en ligne. C'est-à-dire qu'en fait, vous dépensez plus d'énergie à activer indirectement des centres de serveurs à chaque fois que vous faites des requêtes, vous allez surfer. Alors évidemment, comme tu dis, il y a 1% des raisons pour lesquelles on surfe qui doivent être géniales pour l'environnement. Sauf que quand on regarde, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, que la consommation énergétique des centres de serveurs américains a dépassé la consommation des vols intérieurs américains. C'est juste colossal. Et c'est en croissance plus forte, les centres de serveurs américains, que les vols intérieurs. Voilà. Alors tu me tendais la perche sur la centrale à concentration solaire. Alors si c'est pas en Californie, c'est juste à côté. Je vous renvoie vers un article que j'ai pas écrit, mais qui est bidonnant sur Centrale Énergie, Centrale-Énergie. C'est le dernier flash. En fait, il y a une énorme centrale solaire, je ne sais plus l'investissement, mais c'est en centaines de millions d'euros. C'est un peu de l'ODIO version king size. Donc en fait, on met des miroirs partout, on les reflète à quelques centaines de mètres de haut pour obtenir des températures gigantesques. On le met dans un désert parce qu'on se dit, on va faire de la high-tech dans un désert, il ne va rien se passer, on va tout maîtriser. Et en fait, ils ont fait tellement gros qu'en fait, ils ont recréé un climat local, parce que le fait qu'il y ait une colonne d'air chaud si forte qui monte, parce qu'évidemment le système il a des pertes, qui fait monter une colonne d'air chaud, a créé un microclimat qui fait qu'il s'est mis à pleuvoir à cet endroit-là, alors qu'en fait il pleuvait jamais. Comme il a plu, ça a fait pousser certains types d'herbes, et comme c'est aussi un désert, donc il pleut pas tout le temps évidemment, donc il n'y a que certains types d'herbes, donc en fait ils se sont fait polluer par des herbes, ils n'arrivaient plus à passer avec des débroussailleuses, parce que du coup ça levait de la poussière qui se mettait sur les miroirs, donc en fait il fallait après nettoyer le miroir, mais il n'y avait pas d'eau, donc, ou alors faire venir de l'eau en quantité, c'était un problème. Mais après, ça a développé des insectes, puisqu'il y avait du coup certaines plantes. Ces insectes sont arrivés, ont proliféré, mais uniquement que quelques insectes, parce que vous partez d'un désert, donc
la biodiversité que vous créez, elle est très très ciblée. Ces insectes après se cramaient sur les miroirs et en hauteur, en température. Ce qu'ils faisaient, ça faisait une bénédiction pour, alors je dis les chacals, mais je me trompe d'animal. Il y avait les oiseaux entre les deux et après les chacals. Des oiseaux. Après, il y avait des animaux à pattes. Donc du coup, qui venaient, des charognards finalement, pour qui c'était un festin en fait ces insectes grillés. Donc ils ont commencé à se dire qu'il fallait qu'ils clôturent la totalité en mettant, je crois, des caméras de reconnaissance. Enfin, en gros, l'article il est très progressif, il est génial parce qu'on voit que petit à petit, la technologie amène un problème. Ah oui, mais on a une technologie pour le résoudre, mais en fait cette technologie elle se plante. Et il y a un autre truc qui arrive. Et à la fin, je pense qu'au départ, cette centrale solaire était présentée comme étant un petit peu comme le monsieur l'a dit tout à l'heure. Voilà, un prototype de quelque chose qui allait se développer. Et aujourd'hui, c'est présenté juste comme, on va dire, Odeio, c'est-à-dire une expérimentation provisoire, mais qui a coûté bonbon. Voilà. Donc c'est sur Centrale Énergie, ça a apparu quand vous regardez il y a quelques jours, on en a les discuté. trucs de Stanford et compagnie, avec les déploiements massifs en 2032, c'est ce type de technologie-là, c'est à la fois panneaux photovoltaïques et centrales solaires. C'est l'exemple de ça, c'est de dire, oui, en faisant des calculs sur un coin de table ou dans un tableau Excel, ça marche toujours, mais à un moment, avec ces millions, ces milliards de mètres carrés de panneaux, la question ultime, c'est qui passe le balai? Parce qu'à chaque tempête de sable, le truc, il marche moins bien. Voilà. Et donc, qui passe le balai pendant des siècles. Aurélien, dernière question et après. Je me disais comment est-ce que des actes au niveau individuel peuvent changer quelque chose. Parce qu'il y a un gros paquebot qui arrive, qui commence très lourd, qui fait que de toute façon, à un moment donné, les ressources elles vont se raréfier, donc elles vont devenir plus chères, et donc on n'aura pas le choix, on ne pourra pas y accéder, et à ce moment-là, la consommation se réduirait. Et là, vous avez dit un truc, la fiscalité. Et je ne suis pas très bon en économie, donc je ne vais pas penser. Et le seul truc que je ne comprends pas très bien, là j'aimerais bien que vous m'éclairiez, c'est vous avez dit la fiscalité, ça se joue au niveau des États. Or, on parle des ressources naturelles qui, elles, se jouent dans une économie globalisée. Donc, comment est-ce qu'on peut faire, ça se joue au niveau des États ou au niveau international? Il faudrait que toutes les fiscalités évoluent en même temps, en fait. Donc, comment c'est possible? Bah, c'est pas possible. C'est pour ça que du coup, il faut mettre ce qu'on appelle des barrières douanières. C'est-à-dire que c'est pas possible d'imaginer une chimie, je sais pas, française, ou une chimie européenne, je sais pas quoi, qui intégrerait par exemple le coût du carbone. Hein. Le grand truc, c'est aujourd'hui, c'est ça, c'est de dire j'internalise le coût du carbone. Alors les économistes disent qu'il faudrait faire 25, 30, 35 dollars la tonne, et puis monter peut-être à 60, 70, 100 dollars à horizon 2030 pour faire une mutation vers un monde durable. Alors ce monde, moi je dis déjà qu'il n'est pas durable parce qu'eux, ils disent juste je remplace l'offre carbonée par une offre décarbonée, mais peu importe. Il y a besoin d'internaliser ces coûts ou d'internaliser les externalités négatives créées par tout ça. C'est pas possible de faire une chimie qui intègre le coût du carbone et qui résiste aux chimies au gaz de schiste américain. C'est pas possible de faire du poulet fermier bio ici, où il arrive à écarter les deux ailes sans toucher son voisin, en luttant contre le poulet brésilien trempé dans le chlore et leur giga-usine. C'est pas possible. On peut rêver. De mon point de vue, en tout cas, c'est pas possible. Donc effectivement, il reste deux solutions. L'harmonisation par le haut, c'est-à-dire il faut se parler dans l'OMC, etc. Et puis ça va prendre des décennies, parce que ça va être compliqué. Soit c'est, moi je fais ce que je veux et je vous emmerde. Voilà. Alors après, il est compliqué, moi je fais ce que je veux et je vous emmerde, c'est-à-dire qu'il faut être assez gros pour too big to fail, quoi. Hein, c'est le côté un peu... faut pas être la Grèce, quoi, pour se lancer tout seul là-dedans. Mais si je suis, je sais pas, la France plus l'Allemagne plus la Belgique plus l'Italie, je sais pas, j'ai n'importe quoi. Parce que ça pourrait être l'Europe, on pourrait dire c'est l'Europe qui fait ça. Alors l'Europe, c'est les plus naïfs sur les échanges internationaux de tous les pays. Hein. C'est les seuls qui disent, moi, c'est tout ouvert, et tous les autres sont hyper protectionnistes. Hein. La Chine hyper protectionniste, l'Inde est ultra protectionniste, les États-Unis sont ultra protectionnistes. Ils sont libre-échangistes quand ça les arrange, en gros. Alors que l'Europe est d'une naïveté confondante. Donc on pourrait dire l'Europe fait ça. Mais l'Europe à 28 maintenant, je crois, c'est compliqué. C'est plus compliqué de se mettre d'accord à 28 que de se mettre d'accord à 5, à 3, à 2, à 1, j'en sais rien. Voilà. Donc il y a une espèce d'échelle à trouver, effectivement, qui n'est pas évidente. Mais on a largement les moyens techniques, financiers, organisationnels, sociétaux pour faire tout ça. Dans l'agriculture, on prend l'exemple de l'agriculture tout à l'heure, je veux dire, les tombereaux
de subventions agricoles, si on décidait de les redéployer différemment, mais je veux dire, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. On peut faire des petites exploitations bio partout, etc. Enfin, sans aucun problème. On a largement ce qu'il faut. Simplement, aujourd'hui, c'est orienté vers une agriculture d'exportation qui doit être en compétition, elle, avec le mouton australien, le vin sud-africain, le maïs américain. Donc, du coup, il y a la petite part qui est exportée, finalement, parce que c'est pas une si grande part que ça, globalement, au niveau mondial. Comme on se bat sur cette part d'exportation, du coup, ça fait un nivellement par le bas partout. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une question, effectivement, il y a un levier fiscal, mais qui est un levier parmi d'autres. On ne règle pas tout avec ça. Il faut aussi l'exemplarité. Il faut aussi que les joueurs de clubs de foot se baladent en toute petite voiture à 500 kg en disant que c'est génial et soient en couverture de Voici avec des bagnoles pourries, pour donner envie à tout le monde d'avoir des bagnoles pourries. Enfin, en gros, caricature, mais c'est un peu ça, quoi. Cet effet d'entraînement des plus riches vers les plus pauvres, il faut qu'il soit orienté vers d'autres choses. Et puis du fiscal et autres. Et effectivement, à partir du moment où on fait du fiscal, il faut se poser la question de comment je me protège. Alors, c'est pas forcément des barrières tarifaires, hein. Ça peut être normatif. C'est des normes, c'est des réglementations. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans la négociation secrète, la transatlantique. La bataille, elle n'est pas tarifaire, elle est normative. Est-ce que j'ai le droit d'appeler ce machin un poulet, quoi? Ou est-ce que j'ai pas le droit? D'accord? Voilà. Donc le combat, il sera là. Vous dites dans 20 ans, ça aura changé. L'histoire qui va se passer entre maintenant et dans 20 ans, les phénomènes de société qui peuvent se passer, c'est ça. C'est quoi? C'est une révolution? C'est des prises de conscience massives? C'est des guerres? Je sais pas. Pour l'apéro, ça. Non, je sais pas. Je pense ça ne converge pas vers les solutions positives, j'ai l'impression, sauf ce que je disais tout à l'heure, ce paquebot qui va, ce phénomène de fond, et quand il sera arrivé, ça peut être trop tard. Non, mais à nouveau, je pense que c'est là que il n'y a pas de mur des ressources. Il n'y a pas de mur des ressources. Il y a juste des endroits, de plus en plus d'endroits qui vont être de plus en plus salopés quelque part. On va dire ça comme ça. Et avec des conséquences environnementales accrues. On le voit bien dans le pétrole. Même si on n'avait pas trouvé les gaz de schiste, même si on n'avait pas su exploiter les pétroles de roche-mer, on aurait fait du coal to liquid, du carburant à partir de charbon, comme l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale et l'Afrique du Sud pendant l'embargo. La technologie est parfaitement maîtrisée, elle date des années 30. Donc, mais par contre, faire du carburant à partir de charbon, ça émet plus de gaz à effet de serre par kilowattheure, quelque part, qu'une exploitation de pétrole. Donc en fait, on voit que cette logique des rendements décroissants, elle est partout. Donc, moi, j'ai pas de scénario à nouveau catastrophiste. J'ai un scénario où en fait, on va serrer les dents. Il va falloir continuer à serrer les dents parce qu'effectivement, ce qui arrive, moi, j'appelle ça une déferlante. On pourrait dire un paquebot sur une déferlante, parce que voilà, les objets connectés, les machins, les trucs partout. Et puis, on va être tout ça dans. Enfin, je pense que nos sociétés vont avoir bien d'autres problèmes à traverser, autres que le problème des ressources, autres le problème que du climat, malheureusement. Mais parce qu'il y a aussi on est traversé par les problèmes sociaux, on est traversé par des problèmes moraux, on est traversé par des problèmes d'éducation. Enfin, il y a plein de choses qui aujourd'hui bouleversent nos sociétés, pas que la société française d'ailleurs. Et qu'il va falloir. J'ai l'impression que finalement les ressources sont un peu au second rang, quoi. Voilà. Elles auront un effet aggravant ou un effet accélérateur ou un effet d'entraînement. Mais ça ne sera pas un déclencheur unique, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre de l'augmentation du prix du pétrole, par exemple, la relocalisation de l'économie. Ça n'arrivera jamais. D'accord? Un container Shanghai-Paris, je sais pas, $4 000, il y a $1 000 de carburant dedans. Donc même si je multiplie ça par 4, je multiplie le coût du carburant par 4, même quand c'était à $100, je monte le pétrole à $400, ça double le prix du container. Bon, bah, il y a tous les petits goodies qui arrivent de Chine, enfin, il y en a combien dans un container? Je veux dire, c'est même pas des centimes, c'est même pas en centimes, c'est en dixièmes de centimes que se compte le coût du transport pour plein d'objets. Pas tous, évidemment, mais pour beaucoup. Donc, ça reviendra pas, entre guillemets, tout seul. Sur ces mots encourageants et positifs, la conf est terminée. Merci beaucoup, Philippe, et à vous tous d'être restés jusqu'à la fin. Et je crois qu'il y a effectivement un grand chantier devant nous, mais on s'y attelle.